Mais la vraie performance, en tout cas par rapport à la définition que j'ai pu donner, elle se construit dans la durée grâce justement à une Standard hygiène de vie d'entraînement, quoi. ah non, En mais moi, corrélation. comme tu dis, ça m'étonne pas. Je pense qu'on passe tous par cette étape d'en faire trop. Et donc, c'est en ce sens que s'inscrit la musculation de manière globale, avec cette approche de, ok, les muscles c'est bien, ok, il faut les tendons, ok, il faut la mobilité. D'expérience, pour l'instant, j'ai remarqué que quand tu avais 2 des 3, tu tenais au point, parce qu'en fait, les conseils que donnent les pratiquants dopés, souvent, sont pas phénoménaux. Faut rester correct. Après, est-ce que il y a des gens qui sont dopés, qui se disent naturels, encore sur les réseaux, il y en a 10, c'est la Voilà. force, ne pardonne pas la médiocrité. Aujourd'hui, on parle musculation, endurance et longévité. Donc, je reçois Rudy. Merci, Rudy, à toi d'être là et d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Comment ça va? Eh ben, écoute, merci à toi pour l'invitation déjà. On avait collaboré ensemble pendant un temps et donc j'avais bien suivi tes aventures. Et donc quand tu m'as proposé l'invitation, bah, c'est plutôt avec plaisir que j'ai accepté. Comme ça nous permet en plus de prendre des nouvelles l'un de l'autre et de voir où on en est un peu C'est dans ça. nos aventures respectives. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je te suis depuis longtemps avec, de toute façon, toute la clique de Cyril, Sean, Vincent, toi, etc. Vous êtes tous des personnes vraiment, je dis ça sans langue de bois, que j'admire sur leur parcours chacun différent et qui partagent des choses hyper intéressantes et je trouve que vous complétez vachement. Et j'aime beaucoup, donc je ne pouvais pas ne pas passer par toi, comme je ne pourrai pas passer par Sean, Cyril et, et le reste. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas, parce que du coup, d'habitude, c'est plus nous qui venons chez toi parce que tu fais pas mal de podcasts, mais on te reçoit peu, donc maintenant, ça me fait plaisir qu'on parle vraiment que de toi, tu vois. Ouais, alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis surtout connu pour être le pionnier du coaching à distance en musculation. Et j'ai ouvert le tout premier site en 2006, donc qui est toujours d'actualité, où je propose toujours du coaching. C'est sur rudicoya.com. Et par la suite, j'ai créé tout l'écosystème super physique, donc autour de la musculation sans dopage, avec au début bah, plutôt une thématique musculation, prise de muscle, prise de masse, vraiment, fallait être le plus balèze possible. Et puis bah, le vieillissement faisant effet, ça m'a ouvert à d'autres intérêts. Et donc aujourd'hui, je suis plus sur un aspect musculation, longévité hybride, on va dire, où j'essaie de développer, bah, je vais pas dire l'ensemble de mes qualités physiques, mais d'être le plus résilient possible, tout en continuant d'essayer de progresser, notamment bah, dans les disciplines d'endurance. Et donc pour ce faire, bah, comme tu l'as dit, j'interviewe pas mal de personnes. Dès que je vois quelqu'un qui m'intéresse, je l'interviewe sur Hybrid Podcast. Je co-anime aussi le Super Physique Nutrition Podcast. Puis j'ai ma chaîne principale YouTube. Après, je suis actif un peu partout pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, en gros, c'est mes sujets du moment. C'est comment essayer de progresser en conciliant le tout et avec un aspect longévité. Ouais, franchement, bah, de toute façon, je mettrai tout en description, tout ce que tu as, comme tu dis, sur tes podcasts et tes sites. Du coup, première question que j'ai à te poser, au vu de ce que tu me dis, comment déjà tu définirais, pardon, un corps durable et performant? Ouais, ah bah, c'est une bonne question. En fait, le problème de la performance, je m'en suis rendu compte au fil des années, c'est qu'elle est assez individuelle. Tu sais, il y a plein de compétitions qui existent. Quand tu es compétiteur, moi je suis pas trop compétiteur, ça m'est passé avec les années. J'étais beaucoup plus quand j'étais jeune. Mais en fait, pour moi, les compétitions, c'est un peu une aberration, dans le sens où on est tous avec un potentiel différent. Et en fait, les compétitions, c'est plus pour révéler, même si on s'entraîne tous beaucoup, et toi encore plus bah, dans le triathlon longue distance, où bah, de toute façon, tu peux pas échapper à l'entraînement, et là, il y a pas de raccourci. En fait, les compétitions, et le sacre du premier, bah, c'est qu'est-ce que peut faire qu'est-ce que peut faire l'humain, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle humaine, et qu'est-ce que le meilleur d'entre nous peut faire. Et c'est en ce sens que la performance, pour moi, c'est plutôt une performance individuelle, c'est plutôt jusqu'où je peux pousser le curseur, par rapport à ce que la nature m'a donné et par rapport à ce que je mettrai en place, tout en sachant qu'on a tous bah, des contraintes, des priorités, des obligations qui font que la performance bah, est déjà différente pour chacun. Par contre, l'aspect durabilité, là, je pense qu'il est commun à tous, c'est la capacité de pouvoir continuer à faire ce qu'on aime le plus longtemps possible. Et ça, bah, malheureusement, personnellement, bah, quand j'ai commencé la musculation il y a presque 3 décennies, on parlait pas de tout ça. On se demandait juste s'il fallait faire des séries courtes ou lourdes ou des séries longues et légères. Voilà, ça s'arrêtait là le débat. En fait, il y a plein de choses à faire pour nous permettre de continuer à pouvoir faire nos activités le plus longtemps possible. C'est ça la durabilité, c'est ça la longévité, et c'est ce qui m'intéresse de plus en plus parce que quand même, je sens que je peux plus faire, plus faire l'imbécile comme quand j'étais Ouais. très très jeune, quoi.
Normal. Et toi, tu penses que ça peut aller de pair? La durabilité et la performance, justement, quand on parle vraiment de performance poussée, que ce soit dans la muscu ou même l'endurance ou dans l'hybride, comme l'Aerox et compagnie, est-ce que tu penses que ça peut aller de pair ou pas? Eh ben, j'ai envie de te dire que naturellement, sans dopage, de toute façon, tu es obligé de lier la longévité à la performance. Parce qu'on sait tous, et tu le sais aussi bien que moi, que quand tu veux devenir très très bon dans un domaine, comme là le triathlon pour toi, ben en fait, il faut 10 ans d'entraînement. On sait que c'est la règle des 10 000 heures, et on peut en débattre, on peut dire voilà, c'est 8 000, Mm. c'est 12 000, peu importe, mais on sait qu'il faut beaucoup beaucoup d'entraînement. Et pour arriver à supporter ces heures-là, il faut être en bonne santé. Il faut que tu prennes soin de toi parce que sinon tu peux pas tenir. Bien sûr, il y a des éclipses, il y a des gens qui sur le court terme, ben, ils arrivent à un coup, en 2 ans, ils font des trucs de fou. Mais la vraie performance, en tout cas par rapport à la définition que j'ai pu donner, elle se construit dans la durée grâce justement à une hygiène de vie en corrélation avec ses objectifs de performance. Donc tu peux pas outrepasser ça. Et c'est pour ça que le meilleur facteur de performance, c'est déjà de ne pas se blesser. Quand tu es blessé, bah voilà, c'est la galère. On parlait de malheureusement ton Covid long que tu as eu, bah voilà, ça te ralentit. Le truc, c'est d'essayer de justement d'être en meilleure santé le plus possible pour bah, pouvoir performer parce que les progrès, tout le monde le sait, j'espère, en tout cas ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, bah, ça se construit dans la durée. Et ça, la durée, si tu es en mauvaise santé, bah, il y a pas de durée et donc il y aura pas de performance. Ouais, totalement, comme tu dis, totalement d'accord. Bon après, comme tu dis sur le Covid long, malheureusement quand ça te tombe dessus, là on va dire que t'as pas trop effet, c'est pas trop toi qui l'a décidé, c'est un peu contre ma volonté. Bien sûr, Tandis qu'une blessure, tu vois, tu peux arriver parce que tu fais du surentraînement, par exemple, tu t'entraînes entre guillemets mal ou t'as fait la petite rep de trop ou la série de trop ou t'es allé au bout, t'as pas écouté ton corps. Là, on va dire que c'est plus un peu à cause de toi, on va dire. Mais là, c'est vrai que bon, je le subis. Après, de toute façon, faut gérer. L'avantage de ça, c'est que ça m'a pas mis à l'arrêt. C'est que du coup, après je pourrais faire limite une vidéo explicative dessus. C'est que de toute façon déjà dans tous les cas, tu dois faire de la Z2, tu peux pas faire de la Z5 et compagnie parce que de toute façon ta fonction mitochondriale elle est dans les choux. Donc ton RPE il est à 10 alors que t'es censé être au VP1, tu vois. Donc mais c'est comme ça, faut laisser passer, faut bien se reposer et rester, comme tu dis, un mode de vie hyper sain. Et après, ça passe, hein. De toute façon, hein, c'est comme tout. Du coup, je voulais savoir aussi, après avec ton parcours, tu vois, de tout ce que t'as fait, ton objectif premier, à la finalité en fait, dans le coaching, dans tous les podcasts que t'as fait, etc. C'était quoi? Plutôt aider, inspirer, éduquer, peut-être les trois, tu me diras. Comment en fait ça c'est ton parcours? Comment tu l'as appréhendé? Comment t'en es arrivé à faire tout ce que tu fais maintenant? ouais, en fait, c'est ce que je dis souvent, il y a pas vraiment de plan. Il y a jamais eu de plan. J'ai plutôt fait ce que au début, bah, j'adorais m'entraîner. Quand j'étais gamin, quand j'ai commencé la musculation à 14 ans, j'adorais m'entraîner, j'adorais me documenter, j'avais plein de questions, je cherchais des réponses. Et quand j'ai commencé à trouver quelques réponses, bah, pour moi, c'était tout naturel de commencer à écrire des articles, à faire des vidéos. Donc, j'ai écrit mon premier article en 2004, j'ai fait ma première vidéo en 2007, mon premier podcast en 2010. Et donc, en fait, c'était naturel de partager bah, ce que je découvrais, donc sur les supports qui étaient à disposition. Et c'est vrai que par la suite, bah, je me suis vraiment mis dans cette optique vraiment de transmission, donc bah, avec le coaching, avec les livres, avec les formations. Donc aujourd'hui, bah, j'ai ma formation pour les futurs coachs. Donc j'organise un CQP avec ABD Formation à Annecy. Donc je fais 2 sessions par an pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me contacter Ça dure d'ailleurs, volontiers. petit aparté, d'ailleurs, le CQP, ça se passe comment? Ça te donne justement une carte qui te permet derrière d'exercer du coup? Exactement, ça te donne une carte professionnelle qui te donne le droit bah, de donner des conseils contre rémunération. Donc une carte professionnelle, donc tu es dans la légalité. Et pour ceux qui se Ouais, demandent, voilà. même à distance, il faut une carte pro. C'est juste qu'il n'y a pas assez de contrôleurs pour aller dire aux gens, vous n'avez Ouais, pas de bien sûr. diplôme, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais ouais, donc en fait, au début, c'était plutôt m'entraîner, puis après, bah, c'était la transmission. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je suis beaucoup, beaucoup plus dans cette transmission encore. Bah, tu vois, avec l'école de formation, avec les formations en ligne que je fais, avec le livre, et avec tout ce que je peux partager bah, presque tous les jours sur Instagram où j'essaye bah, vraiment, dès que je découvre quelque chose et que j'ai l'impression
là, j'ai bien l'impression de l'avoir compris parce que ça évolue toujours, bah, je le partage. Puis ça, tu sais, quand tu mets en forme tes idées, bah, ça te fait progresser aussi. Donc, je suis vraiment dans ce truc-là, mais au début, c'était plus mon entraînement personnel et après, bon, bah, j'avais ce truc de transmission. J'ai toujours eu même gamin, un truc un peu je vais pas dire de leadership, mais tu vois, que les gens me suivent. En fait, j'ai toujours eu ce truc de je fais, je fais, je fais. J'ai toujours été assez dynamique et pas dans l'attente. Et ça s'est toujours fait naturellement. Et donc, c'est vrai que ça m'a amené à faire plein, plein de projets. Mais souvent, le constat était assez simple pour chaque projet. C'est que comme ce que j'aurais voulu avoir ou ce que je voulais n'existait pas, bah, je me disais, allez, on y va, on teste, on tente. Et bah, j'ai eu pas mal de chance parce que tout s'est s'est bien passé jusqu'à présent. Hmm. Après, ça se voit quand même qu'aussi. Après, est-ce que tu as toujours parlé entre guillemets bien comme ça, parce que tu as quand même une approche pédagogique qui est hyper intéressante. Quand justement que t'expliques les choses, tu arrives à le dire de manière assez vulgarisée pour pouvoir le comprendre, mais quand même assez poussé pour que il y ait une explication derrière, tu vois. Et je pense Ouais! qu'après, Ça vient tu avec l'as le peut-être temps. toujours eu. Ouais, ça vient aussi Non, avec le temps. c'est venu avec le temps. Tu sais, je donne souvent l'exemple, c'est un marketeur qui disait ça, un ancien marketeur dans les années 2010, Jean Rivière. Il disait, quand t'as jamais fait de pizza et que tu fais une pizza, bah, la première, elle est dégueulasse. Et il dit, la centième, elle est un peu meilleure et puis la millième, elle est super, tu vois. Bah, c'est un peu pareil. Si tu regardes mes premiers articles que j'écrivais, il doit encore y en avoir sur mon site rudicoya.com que j'ai pas effacé, mais j'écrivais peut-être 15 lignes, c'était pas très bien écrit, il y avait pas de mise en forme, il y avait rien. Aujourd'hui, c'est vrai que quand j'écris un article, bah, je prends vraiment mon temps, j'essaye de faire vraiment quelque chose de hyper qualitatif. Donc, bah, pour ceux qui savent pas, j'ai écrit pas mal de ce que j'appelle des guides ultimes sur mon site personnel. Et vraiment, c'est des gros, gros articles. Des fois, ils font 50, 60 pages si on les imprime. Mais, en fait, c'est venu avec le temps. Tu sais, à force de te répéter, d'être toujours en quête de réponse et d'être passionné, en fait, ta pédagogie, elle s'améliore. Elle fait que s'améliorer. Et c'est pour ça que j'avais commencé à donner des cours en BPGEPS, peut-être en 2021, peut-être 2020. Je sais plus exactement quand est-ce que j'avais commencé à donner des cours en présentiel avant de faire mon CQP et puis le DEGEPS. Et en fait, bah, ça aussi de me confronter à des gens qui ne me connaissent pas ou qui savent pas du tout ce que je vais leur dire, contrairement à tout ce que j'ai pu entreprendre sur le net, pendant plus d'une décennie où je formais, bah, des gens qui me connaissaient déjà, qui étaient déjà intéressés par ce que je faisais. Bah, ça m'a permis de m'améliorer énormément en pédagogie. D'expliquer à des gens qui connaissent pas, bah, tu es obligé de de progresser, quoi. Sinon, bah, tu arrêtes. Ouais, et sur ça, du coup, ouais, comme tu l'as dit, tu l'as appris sur le tard ou après, par exemple, tu t'es formé, tu vois, quand tu arrives justement, tu donnes tes cours toi-même. Il y a peut-être, moi, je sais, par exemple, j'ai un monitorat, tu vois, par exemple, dans le secourisme que j'ai passé dans les forces de l'ordre. Mais moi, je sais que pour l'avoir, on a deux sessions. On a forcément le côté monitoring, pardon, secourisme qu'il faut avoir, et on passe quand même aussi, je crois, 1 ou 2 semaines où c'est que sur les méthodes d'apprentissage, tu vois. Ouais, non, moi, il y avait rien. En fait, si tu le sais pas, c'est une grosse nouvelle pour ceux qui nous écoutent. Mais le business des formations de coach est un énorme business. En fait, il y a Mm. beaucoup, 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 beaucoup d'écoles. Et je vais être un peu dur, mais il n'y a pas vraiment de sélection de qui forme qui. Il y a un référentiel avec bah, des cours obligatoires, des connaissances communes que tout le monde doit avoir. Mais après, derrière, tu embauches un peu qui tu veux. Donc moi, en fait, quand Mm. je m'étais fait embaucher, donc c'était l'école Sport Léman à l'époque, moi, ça faisait depuis, donc on était peut-être 2020 ou 2021, ça faisait déjà plus de 10 ans que j'avais fait des formations en ligne. J'avais déjà lancé une énorme formation en ligne qui s'appelait la formation super physique. J'avais formé déjà des milliers de personnes. Et donc, en fait, j'avais pas fait de formation, j'ai tout appris sur le tas. Après, je suis très autodidacte par rapport aux formations, dans le sens où, bah, comme tu le sais, là, toi qui as un podcast, en fait, le podcast, c'est une très bonne façon de se former, parce que dès que j'ai quelqu'un Mm. qui m'intéresse ou je suis un peu perdu sur un sujet, bah, j'hésite pas à le contacter pour l'interroger via un des podcasts que j'ai, Mm. ou en faisant une vidéo, ou en le rencontrant. Et comme ça me permet progressivement, bah, vraiment de mieux comprendre, d'intégrer, de tester, et donc ensuite, bah, de pouvoir retranscrire au sein d'articles ou vidéos ou encore podcasts, pour justement, comme je dis souvent, bah, faire mieux ensemble que seul. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc d'autodidacte, d'apprendre presque tout seul. J'étais pas trop adapté au système scolaire, même si j'ai pas mal de mémoire et donc j'avais des bonnes notes, tout ça. Mais j'ai toujours été assez autodidacte, à lire, poser des questions. Tant que je sais pas si ça m'obsède, bah, je vais continuer à chercher, quoi. Mm. Non, mais c'est bien. Et du coup, ton CQP, donc c'est comme tu dis, tu as un référentiel tête de base pour tous les CQP, mais après en fait, c'est toi-même qui l'agrémente pour Exactement. en fait donner ce que tu veux donner comme information qui te semble le mieux pour que tu aies des bons coachs à la sortie qui sortent quoi. Exactement, parce que
comme tu le sais aussi sans doute et comme beaucoup le savent, en fait, personnellement, moi, j'ai beaucoup d'exigences, déjà bah, envers moi-même, et puis envers les personnes que je forme. Je veux pas que des gens que j'ai formés disent j'ai été formé par Rudy Koya et que ce soit des tanches. Tu vois, c'est c'est Mm. pas possible. Donc, je veux qu'ils aient la meilleure des formations. Et je m'implique plus que ce qu'elle s'occuper. Tu vois, là, bah, je rajoute même maintenant des cours en visio en plus, en dehors des sessions. Euh, je leur donne plus de support que nécessaire. Je passe du temps, je rajoute des heures de cours après pour encore aller plus loin. Je passe du temps avec eux à la salle. Vraiment, j'essaye de faire le meilleur des CQP pour que quand les gens en sortent, bah, ce soit des bons coachs. D'autre Mm. part, bah, donc ça élève le niveau global parce que tu as des CQP ou des BPGEPS où le niveau est très très bas, où malheureusement bah, les gens peuvent pas être coach après. Moi, j'ai quand même à cœur que les gens que je forme en bonne partie Ouais, je suis soient d'accord. coach. Tu vois, c'est le but. Sinon c'est que du business Mm. et bon, c'est moyen moyen. Et puis après, bah, tu sais comment ça. Si les gens sont contents, bah, ils vont recommander la formation à d'autres personnes. Et après, Mm. ça continue. Donc il y a ça aussi. Donc c'est vrai que tu as un référentiel et après, bah, chacun est libre de s'investir plus ou moins dans le diplôme, dans la formation qu'il propose. Moi, j'ai plutôt choisi bah, de le faire à fond, parce que mon CQP, il se passe entre ma salle, le Super Physique Gym, donc à proximité d'Annecy, et la Villa Super Physique, où j'ai fait toute une salle de cours exprès chez Mm. moi, tout ça, pour que Que tu ce, partages en story exactement, régulièrement, on exactement, pour que ce voit. soit très convivial. En fait, pour moi, c'est vraiment une expérience. Et en fait, je fais la formation que personnellement j'aurais voulu avoir, tu vois. À chaque fois, je me dis, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir? Ok, mais j'ai pas eu ça, j'aurais voulu avoir ça. Est-ce que je peux faire ça? Oui, donc je le fais. Et c'est comme ça que le CQP est né après C'est une top. discussion avec Aurélien. Non, mais c'est top. Et ça durerait combien de temps, par exemple? Ça dure combien de temps, ton CQP? Alors, un CQP, actuellement, donc au moment où on enregistre en 2026, on est le 23 mars 2026, Tout à fait. c'est 70 heures à peu près de e-learning, donc de cours en ligne. Ok. C'est 3 rassemblements de 10 jours, donc 30 jours de cours, et c'est 210 heures de stage. Donc dans une salle, dans une ou plusieurs salles, tu peux faire ton stage dans plusieurs salles, donc où normalement tu as un tuteur, et etc. Et donc ça s'étale en général sur 5 à 6 mois, entre les tests d'entrée et les examens finaux. Et suite à ça, bah, si tout se passe bien et que tu as été un élève sérieux, tu as le droit de donner des conseils contre rémunération, même si, il faut être réaliste, 6 mois de formation, c'est qu'un début, et c'est Mm. pas suffisant si t'as pas un bagage derrière toi pour devenir coach. Après, le CQP s'adresse plus à des personnes en reconversion professionnelle. La moyenne d'âge que j'ai, je l'ai pas calculé, mais souvent c'est entre 30 et 35 ans. Donc ce sont des gens qui pratiquent déjà depuis un petit moment, ont un vrai projet, qui parfois, faut pas le dire, mais coachent déjà un peu au black, tu vois, sont déjà dedans, qui veulent se Ouais, mettre mais tu en vois, ils sont conformité. passionnés au final, et comme tu dis, ils Exactement. se mettent en conformité derrière. Donc au final, on peut pas plus les blâmer que ça. Parce que derrière, en fait, ils viennent et ça fait certainement des bons coachs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est souvent ça le CQP. À l'inverse du BPGEPS, ou en tout cas quand j'enseignais en BPGEPS, c'était beaucoup des jeunes. Tu vois, c'était beaucoup des jeunes de 18-20 ans. euh, C'était beaucoup plus dur. Ils étaient là, mais Mm. on voyait que beaucoup n'allaient pas devenir coach. Alors que là, c'est vraiment un autre public. Et c'est pour ça que c'est une formation qui est un peu accélérée. Et qui après, bah, avec ABD Formations ou sur mon site personnel rudicoya.com, je propose des formations complémentaires pour aller plus loin que les cours. Parce qu'effectivement, 30 jours, ça va très très vite. Et comme il y a beaucoup, Mm. beaucoup de choses à voir en 30 jours, bah, tu vois, l'anatomie, il y a qu'un seul jour d'anatomie. C'est pas suffisant. Moi, je fais la Mm. morphoanatomie, bah, je fais une journée. Voilà, je donne le maximum en une journée, mais c'est trop court, tu vois, sur 30 jours. Moi, il m'a fallu plus de 10 ans pour devenir bon, entre guillemets, sur la morphoanatomie. Mais j'essaye de donner bah, les meilleurs cours possibles. Vraiment, je fais venir des gens que j'estime énormément en tant que prof. Et donc, vraiment, c'est des cours caviar, comme je dis, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, c'est une petite aparté, mais tu vois, moi, c'est des choses qui m'intéressent aussi. Et bah, en tout cas, ton CQP, je pense qu'il fait partie des meilleurs. J'en doute pas au vu de tes compétences et de ce que je connais de toi. Alors bref, on va continuer sur la suite. Je voulais revenir du coup sur la muscu, qui est forcément ton domaine. On dit souvent que du coup elle est un peu vue comme esthétique ou sportive, ça dépend quel prisme tu regardes. Mais beaucoup après, en fait, on va sur cette longévité, en tout cas à l'heure actuelle des choses, en 2026 comme tu disais. Quel bénéfice, selon toi, réel, la musculation apporte-t-elle pour durer et rester fonctionnelle? Alors, il y a plusieurs choses à avoir en tête. Je pense qu'il faut déjà comprendre comment s'appliquent les contraintes sur le corps. Une contrainte, Mhm. c'est une activité que tu fais. Imaginons, voilà, on va prendre la course à pied parce que ça parle peut-être à pas mal d'auditeurs. Mhm. Quand tu cours, bah, tu as de nombreux muscles, articulations et tendons, tissus connectifs qui sont mis en jeu. Ces tissus bah, vont recevoir les contraintes en fonction de ce qu'ils peuvent supporter.
S'ils peuvent les supporter, bah tout va bien, t'as pas de douleur, c'est nickel. Tu vas progresser, tout va bien. Maintenant, si tu en fais trop, d'un point de vue volume ou d'un point de vue de l'intensité, bah tu vas commencer à avoir des douleurs. À partir de là, bah, on se pose la question de comment sont réparties les contraintes. Les contraintes, bah, il y a tes muscles. Donc, c'est ce qu'on appelle vulgairement le renforcement musculaire. Donc, où effectivement, bah, tes muscles, ils servent d'amortisseurs. Ils servent à amortir les contraintes. Si t'as pas de muscles, bah, t'es un peu os contre os. Tu vois, si t'as pas de muscles intervertébraux, t'as pas d'érecteur du rachis, tout ça, bah, quand ça tape, ça tape. Voilà, là, t'es pas content. Ok, donc ça, c'est important déjà d'avoir des muscles. Donc ça, la musculation classique, c'est ce que ça fait. Ensuite, tu as le renforcement des tissus conjonctifs et des tendons. Donc ça, pour moi, c'est un peu plus récent. Mais pareil, si ceux-ci sont pas renforcés, en fait, à chaque fois que tu vas prendre un choc, ils vont se trouer. C'est la théorie du donut de Jill Cook, une des expertes mondiales sur les tissus conjonctifs. Et donc ça, pareil, bah faut les entraîner. Si tu les entraînes pas, bah en fait, progressivement, tu perds en qualité, en capacité conjonctive, et donc tes tendons, bah à chaque fois que tu prends un choc, ils se trouvent. Donc là, t'es pas content. Et enfin, tu as la mobilité. Donc la mobilité, qui peut être développée par la musculation classique, mais aussi par d'autres contraintes. Euh, j'en parle pas en détail, j'en reparlerai dans ma prochaine formation. J'en ai un tips, mais dans hybride mobilité. Euh, bah ça, c'est la quantité de tissu à laquelle tu as accès. Donc je te prends un exemple. Toi, tu cours sur du pas, donc ça va. Mais imaginons que demain tu te mettes au trail. Allez, tu te fais du TMB parce que tu aimes bien les longues distances. Et puis tes chevilles, elles arrêtent pas de faire ça, tu vois. Elles arrêtent pas de faire ça. Bah, si toi, activement, t'es pas capable d'aller en éversion et en inversion, donc avec tes fibulaires et ton tibial poste, bah en fait, à chaque fois, tu vas être soit sur les tissus conjonctifs, donc c'est eux qui vont te tenir, toi, tes tendons qui vont te tenir, euh, et bah, les muscles qui devraient s'activer quand tu fais ça, bah, peuvent pas s'activer, tu vois, ils peuvent pas s'activer, et donc là, tu as un déficit de mobilité. Donc idéalement, dans une optique de longévité, tu as besoin d'avoir un renforcement à 3 niveaux. Tu as besoin d'avoir les muscles, les tendons et accès au maximum de tissus, en tout cas plus de tissus que ton activité ne l'exige. Et donc c'est en ce sens que s'inscrit la musculation de manière globale avec cette approche de OK, les muscles c'est bien, OK, il faut les tendons, OK, il faut la mobilité. D'expérience, pour l'instant, j'ai remarqué que quand tu avais deux des trois, tu tenais. Bah, tu tenais, ça Ok. allait. Si t'as qu'un des trois, tu tiendras pas. Tu tiendras pas. Ok. Le vieillissement, parce que le vieillissement, c'est un vol. Faut le dire, le vieillissement, on te vole toutes tes capacités. Progressivement, tu perds, tu perds, tu perds. C'est pour ça que c'est hyper important, quel que soit son âge et son activité, même dans les sports d'endurance, même si des fois je vois que c'est un débat, tout ça. Pour moi, il n'y a aucun débat sur la longévité. Il faut un renfort parce que si tu l'as pas, à un moment, bah, tu vas te blesser et c'est toujours plus facile de maintenir ce qu'on a, notamment quand on est jeune, on a plein d'aptitudes qui se sont développées enfants et adolescents, on est un peu comme neuf, quoi. Et si plus tu attends, bah, plus c'est dur à développer, moins tu as de potentiel à développer, et plus ça va être long. Et c'est pourquoi bah, je suis plutôt dans cette optique aujourd'hui bah, d'essayer de prévenir au maximum en analysant l'activité que la personne fait, en faisant bah, moi ce que j'appelle des coachings premium, en analysant la personne sous toutes les coutures, comment elle s'organise, quels muscles participent, quelle est sa mobilité, quel est son renfort pour ensuite, bah, justement, faire un programme le plus personnalisé possible. Mais c'est là-dedans que la musculation s'inscrit. Et c'est pour ça qu'elle est très importante dans cette optique de longévité, parce que sans elle, comme le vieillissement c'est un vol, bah, tu vas perdre de la force musculaire, tu vas perdre te faire des trous dans tes tendons en caricaturant, et ta mobilité, tout ce que tu n'utilises pas, comme on est le refait de nos habitudes, tu vas le perdre aussi. Donc à un moment, tu peux te retrouver être un vrai bout de bois, sans muscle, sans rien, t'es de l'os, quoi. T'es de l'os. Et là, bah, là, Ouais. il n'y a plus de longévité, quoi. Ok. Et si, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Tu te fais une cheville. On parlait de la course à pied. La personne, elle fait une descente dans les sous-bois. Ça attaque. Elle fait, par exemple, ça s'appelle une entorse ou double entorse, peu importe. Euh, Selon toi, est-ce que si c'est mal soigné, parce que c'est souvent le cas, parce que tout le monde rentre en mode warrior, pas tout le monde se dit ah mince, il faut que je fasse vraiment tout ce qu'il faut, etc., etc. Est-ce qu'il y a moyen de la récupérer après? Alors, il y a plusieurs, niveau de réponse, je cite souvent Romain Tourillon que j'avais eu dans Hybrid Podcast, qui est un spécialiste du complexe pied-cheville et qui expliquait que quand tu fais une entorse, bah 2 décennies après, tu avais une forte probabilité d'avoir de l'arthrose. Déjà. Parce qu'en fait, quand tu as une entorse, c'est un peu, bah, c'est os contre os, donc c'est cartilage, et donc bah, ça a frotté. Ça t'indiquait un peu le cartilage. Mais alors ensuite, sur l'aspect rééducation, bah si tu le fais pas, si notre corps, il s'organise toujours, il nous laisse faire des mouvements parce qu'il nous pense en sécurité. Donc, si tu te fais une entorse, il va dire, oula, j'ai été là, c'est dangereux, je ne veux plus y aller. Donc, il va crisper un peu. Donc, tes muscles vont plus se laisser étirer dans ce sens-là. Donc, tu vas perdre en mobilité.
tes tendons, bon bah comme tu vas aller moins loin dans l'étirement, ils vont moins s'activer aussi, donc tu perds en capacité au niveau de la cheville. Donc c'est là que tu as tout intérêt à faire une vraie rééducation, une réhab, ou même une préhab en prévention avant de te blesser, sur bah quelles sont encore une fois les contraintes de l'activité. Ok, ma cheville fait inversion et version. Ok, il faut que je renforce ça. Quels muscles sont impliqués? Si on parle que de la cheville, les fibulaires, le tibial post, le tibial antérieur, le solaire, les jumeaux. Ok. Et là, je parle même pas des petits muscles du pied. Donc, Bien ouais, sûr. en fait, il faut absolument que tu le fasses parce que sinon, en fait, tu perds progressivement ta capacité à bouger. Et bah ça, donc tu pourras moins te tordre la cheville, mais forcément, si tu fais du trail, tu vas trop tordre la cheville et ce sera de pire en pire. Donc c'est pour ça que Ouais, c'est sûr. la nature, elle Mm. va toujours aller vers le plus confortable pour elle et t'empêcher d'aller là où elle pense que tu vas te faire mal parce que t'as pas le renforcement nécessaire. Et est-ce que, par exemple, si la personne, donc on regarde, on reste sur ce cas-là, pardon, euh, au bout d'un moment, elle se dit, punaise, ouais, voilà, j'ai écouté Rudy, vas-y, je vais m'y mettre dessus. Et comme on disait, ça faisait par exemple une décennie qu'elle s'en était pas occupée. Et là, elle se dit, vas-y, allez, hop, aujourd'hui, je m'en occupe, je m'y mets, je fais la réhab, je prends le livre du Rudy ou je prends un coaching premium avec toi. Est-ce que elle pourrait récupérer, selon toi, honnêtement, sa cheville comme il y a 10 ans avant qu'elle s'est blessée? Bah, c'est pas sûr. Ouais, c'est pas sûr. C'est- Ouais, pas sûr. ouais, Non, mais là, voilà, là, après, faut je dire la sais que vérité. C'est pas sûr. En ouais, fait, plus tu restes longtemps avec une blessure, qu'il y ait douleur ou pas, mais dans une configuration. Donc, si pendant 10 ans, ta cheville, elle est bloquée comme ça, voilà, tu la bouges plus latéralement, bah, en fait, tu as 10 ans à revenir dessus. Alors, je vais pas m'avancer en disant c'est sûr que ça va revenir, mais ce qui est sûr, c'est que si tu travailles ta cheville 3 fois par semaine pendant 20-25 minutes, à un moment, tu vas progresser, tu vas regagner. Mais est-ce que tu es prêt à faire ces 3 fois 25 minutes? Après, c'est l'autre question. Mais c'est sûr que tu vas regagner. Mais comme ça fait 10 ans que t'as pas bougé, tu sais, c'est comme moi qui viens de la musculation, c'est comme la personne qui est en surpoids depuis 10 ans. Bah oui, elle va pouvoir perdre du poids. Est-ce qu'elle va pouvoir être super sèche, avoir les abdos visibles, etc. Peut-être, mais au prix d'efforts tellement incommensurables que finalement ce sera pas la santé, ce sera dangereux. Par contre, elle va pouvoir perdre du poids, être mieux, faire 90% du chemin, et elle sera beaucoup mieux, en meilleure santé, elle aura une meilleure longévité, de meilleures performances, elle se sentira mieux dans sa peau. Tu vois, la totale, donc ce sera mieux. Mais elle pourra pas être en méga forme. Tu sais, c'est comme moi, si demain je commence le triathlon, avant que je nage comme toi, bah, je vais jamais nager comme toi, quoi, tu vois. Ou alors, faut vraiment que je m'y mette. Non, mais tu vois, il faudrait que je m'y mette pendant 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans, parce que j'ai 40 ans de non-pratique de la natation à rattraper. Et donc, c'est pas possible. Mais ça demande tellement d'efforts que finalement, après, c'est pour ça que dès que tu as une blessure, bah, faut vite agir dessus. Moi, je suis pour agir en prévention au maximum. C'est d'ailleurs la prochaine formation que je sors qui s'appellera Hybrid Protect, sur laquelle bah, je suis en train de travailler là dans les jours, les jours précédents et les jours qui arrivent. Je sais pas si elle sera sortie au moment du podcast, je sais pas encore quand est-ce que je la proposerai, mais c'est de se dire, bah voilà, je vais essayer au maximum de d'avoir les prérequis en termes de support de contrainte pour l'activité que je fais. Tu vois, vraiment réfléchir à l'envers plutôt que de se dire, bah j'attends d'avoir mal et on verra. Parce qu'une fois que tu as mal, en fait, quand tu te fais mal, c'est que tu as dépassé tes capacités depuis un petit moment. Toi, la blessure, à moins que tu tombes en oui, vélo ou voilà. Ou, oui, bien sûr. voilà, mais souvent, ça fait 8, 10, 12, 15 semaines que tu tires trop sur la corde. Et en fait, comme tu as trop tiré sur la corde, bah, la blessure, elle arrive. Et sauf que, bah, en fait, pour compenser 10 à 15 semaines de sursollicitation, ça se trouve, il te faut, ouais, peut-être qu'en un mois, t'as plus mal, ou peut-être un peu avant. Mais pour te renforcer vraiment, ça se trouve, il te faut 6 mois, tu vois. En fait, la blessure, Mm. la douleur, elle est pas venue par hasard. Non, bien sûr, comme tu dis, en fait, on paye quelque part. Au bout d'un moment, tout Exactement. se paye. Comme la Donc, malbouffe. C'est comme la malbouffe. Si tu bouffes n'importe ouais, c'est quoi, au bout d'un moment, malheureusement, t'as une maladie, t'as une saloperie, et tu dis merde, si j'avais su. En fait, tu le savais. C'est juste que ça demande tellement d'efforts et que notre vie est tellement en accéléré qu'on prend pas le temps. ah, c'est clair, c'est clair. Et du coup, même, tu parlais vieillissement tout à l'heure, avant cet aparté avec la cheville, on peut, pardon, vieillir sainement sans toucher un poids ou pas, selon toi? Ouais, je pense que oui, parce que tu sais, la musculation, souvent, on l'apparente au poids et haltères, mais c'est pas ça la muscu. La muscu, c'est juste faire des exercices, on va dire, tu vois, par exemple, pour les tendons, c'est beaucoup d'isométrie. Donc voilà, c'est beaucoup d'isométrie, de mouvements Tu lents. peux rappeler ce que c'est, Ouais, alors ouais, voilà. l'isométrie, c'est une contraction musculaire, c'est un type de contraction sans mouvement. C'est par exemple faire la chaise contre un mur. Ok? Donc ça, c'est la contrainte la plus spécifique au tendon, c'est la première contrainte qu'on met en place quand on veut renforcer ses tendons. Donc tu vois, ça, il n'y a pas trop besoin de poids.
Et puis après, tu peux faire de la chaise à une jambe si t'es vraiment fort, hein, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais ça, c'est juste pour les genoux. Ok. Ensuite, bah, si tu fais des mouvements classiques, tu fais des fentes, du soulevé de terre jambe tendue à une jambe, tu vois, du Cossack squat, donc qui est une sorte de squat latéral. Si on reste sur le bas du corps, bah déjà, tu peux sacrément te renforcer, hein. Après, tu fais des exercices un peu de Copenhagen plank, de star plank. Bref, tu peux déjà te renforcer incroyablement, tu vois. Et donc, bon, bah, rien qu'avec ça, normalement, t'es déjà bien renforcé. Après, c'est sûr que si demain, toi, ton objectif, je sais pas, je dis une connerie, c'est d'être super fort en vélo, notamment sur piste, d'être un sprinter, tu vois, ou de gagner les classiques au sprint, bah là, c'est pas suffisant. Voilà, là, c'est pas suffisant. Mais d'un point de vue santé et longévité, déjà, au poids du corps, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Et le poids du corps, c'est très lourd pour certaines personnes. Je repense à une discussion que j'avais eue avec un copain qui était entraîneur de kayak, qui entraînait des jeunes de 15-16 ans, et il s'était rendu compte que pour beaucoup, bah, faire des tractions, des dips, tout ça, et même des pompes, bah, c'était pas si facile, et que finalement, passer à la poulie pour faire des tirages à la poulie à la place des tractions, faire des développés avec une barre donc plus légère que ce à quoi correspondaient et bah c'était une bonne première approche. Moi je suis un peu contre le dogmatisme, tu vois, mais c'est sûr que le poids du corps, tu peux déjà faire énormément de choses. Après, tout dépend encore une fois des contraintes que tu veux subir. Ce qui est sûr, c'est que plus tu vas vouloir mettre d'intensité et de volume dans ta pratique, plus tu vas vouloir être performant, plus il va falloir que tu ailles chercher du renforcement plus important. Voilà. Si ton, ton truc c'est de faire le jardin, bah faire de la chaise contre un mur 2 fois par semaine, c'est très bien. Si ton truc c'est de jouer au basket 3 fois par semaine, la chaise contre un mur, ça suffira pas. Voilà. C'est ça. Ouais, ok. Donc toujours le contexte au final, en fait, Ouais, on ouais, revient c'est, toujours au tu vois, contexte c'est qui est réfléchir à l'envers. Aujourd'hui, c'est vraiment ma philosophie. Si je réfléchis à l'envers, c'est qu'est-ce que je veux faire, quel renfort j'ai besoin. Et là, je me dis, ok, c'est ça qu'il faut. Donc, s'il faut ça, ben, il faut que je fasse ça pour faire ça. Tu vois, plutôt que l'inverse. Ouais, c'est clair. Et du coup, bah, beaucoup d'athlètes d'endurance, tu vois, on se demande. Moi, j'avoue que j'y suis passé et je crois que je t'avais déjà envoyé des messages. Je sais pas si tu te souviens quand j'étais encore à l'époque avec mon ancien entraîneur, où je me demandais si la musculation et cardio c'était compatible. Est-ce que selon toi, il y a vraiment une interférence ou c'est un mythe? Ou voilà, ça se complète quoi. Ouais, mais en fait, peut-être ces histoires d'interférence, je sais que Sean, il en parle beaucoup. Il en a parlé aujourd'hui, là, justement, il a fait un petit podcast Ah ouais? sur le sujet, en plus sur le sujet. Mais il m'a fait sourire. Mais en fait, évidemment qu'elles existent. Mais jusqu'à un certain point. Si demain, tu fais une énorme séance de musculation pendant 1h30, bah ouais, faire du cardio après, c'est pas l'idéal. Si pendant 3 jours, j'ai des courbatures de dingue, parce que j'ai forcé comme un fou et que je fais du cardio, et je sais pas si c'est déjà arrivé, mais moi j'ai déjà fait les cuisses et après je voulais faire du vélo, t'as des courbatures partout, rien que sur la selle, t'as mal aux fesses, t'as mal aux adducteurs, t'as mal aux quadriceps. Voilà, là, tu la sens bien l'interférence, tu vois, j'ai pas besoin de te le dire. Maintenant, si c'est un petit renfort qui fait juste du bien, tout ça, bah, là, l'interférence, elle est plutôt positive. Elle va t'aider. Ce qui est sûr, c'est que ton corps, il a des capacités d'adaptation limitées. Et il peut pas tout faire à la fois. Il peut pas et prendre de la force, et prendre du muscle, et développer l'endurance à fond. C'est pour ça qu'en général, bah, on priorise l'entraînement. Tu sais, je sais pas toi comment tu t'entraînes en triathlon, mais imaginons si demain tu veux mettre l'emphase, tu dis bah voilà, je suis nul en course à pied. Et je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais bah tu vas peut-être ralentir un peu le vélo. On va dire ok, je mets l'accent sur la course à pied. Ou à l'inverse, je suis nul sur la natation. Ok, je vais bourrer un peu la natation, je vais ralentir un peu le reste. Et ben c'est un peu pareil pour tout. C'est que je pense que si on parle de longévité, c'est mieux de mettre des priorisations en place. Ou de dire, bah là, je fais plus muscu, là, je fais plus cardio, là, je fais plus peut-être mobilité, je fais plus les tendons. J'essaye de varier pour justement avoir le meilleur des renforcements dans cette optique de longévité. Et après, bah, dans une optique de performance, pour moi, la planification, elle se fait un peu à rebours en fonction des objectifs et de se dire de quoi j'ai besoin proche de la compétition. Souvent, bah, là, pas le triathlon, c'est de l'allure de course, hein. Faut que ce soit l'allure de course. Voilà. Mais quand tu es loin de la compète, bah, peut-être que faire un peu de VMA, ça peut avoir un peu de sens, ce que j'avais fait, et faire un peu de force max en muscu, ça peut avoir un peu de sens. Mais c'est sûr que si tu es proche de la compétition, faire de la force max et de la VMA, voilà, là, tu te dis, mais à quoi ça sert ce truc-là? Là, Donc, tu vois, il y a une temporalité, je pense, à mettre. On regarde l'activité pour prioriser et qu'il y ait justement le moins d'interférences, puisqu'on n'est jamais aussi efficace que quand on essaie de développer qu'une seule chose à la fois. Mais, d'un point de vue longévité, bah, si on fait ça, on perd assez vite les adaptations dans différents domaines. On sait que les tendons, bah, au bout de 2 semaines, ça se déconditionne, les cartilages au bout de 10 jours. Là, j'ai interviewé, tu verras, j'ai fait un podcast qui n'est pas encore sorti avec Pierre Crétalas, qui est médecin réanimateur et du sport. Il dit qu'au bout de 4 semaines, tu perds la majeure partie de tes adaptations suite à un entraînement respiratoire. Donc, tu vois, si tu arrêtes, bah, tu perds aussi. Donc, tu es obligé de tout maintenir et c'est pour ça que moi, j'aime bien les priorisations. C'est ce que j'essaye de faire. Bon, j'ai du mal parce que genre, je m'entraîne beaucoup trop, mais c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus. Et en tout cas, c'est ce que je recommande et c'est ce que je fais pour les gens qui font appel à mes services de coaching via mon site rudicoya.com. Non, mais sur ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ce côté temporel, même nous en triathlon,
il y a des moments en fait aussi selon la période, selon évidemment ce sur quoi tu veux progresser pour l'année qui va arriver, tu vas forcément, comme tu dis, mettre une priorité. Tu peux pas, par exemple, surtout quand t'es pas pro et que, par exemple, pour la plupart des gens, on travaille à côté. Toi, comme moi, tu t'entraînes beaucoup, je m'entraîne beaucoup, mais on travaille. Bien Donc sûr. derrière, forcément, je peux pas courir 100 km ou 120 ou 150 comme les Norvégiens, faire 500 bandes de vélo et nager 25 km. Ouais, Donc et puis en fait, c'est même pas moi, dit que si on travaillait pas, on y arriverait parce qu'à un moment, en plus, en fait, on n'est pas comme eux, on n'a pas développé les capacités quand on était jeune, on n'est pas norvégien déjà, avec tout le sport qu'on a pu ouais. faire enfant et adolescent. Et donc c'est pas dit, des fois les mecs ils me disent, ouais, mais si tu travaillais pas, tu pourrais faire plus. Ouais, je pourrais peut-être faire un peu plus, mais je suis pas sûr que je serais bien meilleur, tu vois. Je pense que, et c'est pour ça qu'aussi, bah, là, on parle pas mal de longévité, mais voilà. Moi, j'en suis arrivé quand même à une conclusion depuis bien longtemps, c'est que mieux vaut en faire moins que trop. Même si c'est frustrant, même si tu as envie d'en faire plus, et ben, mieux vaut en faire moins que trop. Mieux vaut faire une séance de moins, mieux vaut mettre un peu moins lourd, mieux vaut faire, je sais pas, pour 100 km, bah, pour que 80. Et vraiment penser qualitatif, même s'il y a toute cette mode de l'entraînement, zone 2, faible intensité, tout ça, il y a un moment, bah, tu vois bien que t'en rajoutes, et c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace, en tout cas d'un point de vue longévité. Sur le court terme, pour la perf, c'est sûr que oui, mais sur le long terme, comme il faut de la longévité, je suis pas convaincu. Non, mais je suis d'accord. Moi, je te prends mon exemple là. Je suis passé de 33 heures en bossant 38 heures, hein. Donc imagine 38 heures plus 33 heures de sport. Ah Imagine ouais, sur une ouais, mais journée bah, pendant. j'allais dire, t'as pas de femme ni d'enfant. Ouais, voilà. Mais là, du coup, je suis redescendu à aller entre 18 et 22. Bah, c'est déjà pas mal, Déjà, ça m'a 18-22, ça, ouais. ça fait 3 heures par jour. Ça m'a changé la vie déjà, c'est clair. Et en plus, ben voilà, comme tu dis, maintenant je suis beaucoup plus sur la qualité. Donc après, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, en triathlon, t'es obligé quand même de faire un minimum de volume, surtout en longue distance. Mais voilà, même je pense que même avec 10-15 heures, tu peux largement faire des choses très très correctes, tant qu'à partir du moment c'est bien calé. Je pense que Bien sûr. là-dessus tu pourras le confirmer. Donc voilà, moi, me dégager une dizaine d'heures de temps perso, je te jure, ça m'a changé la vie. Et pourtant, j'ai progressé. Je sais pas si tu as vu une des dernières vidéos où j'ai fait un retour sur ma progression en un an là de watts à VT1. C'était en passant en faisant moins de volume, mais j'ai fait beaucoup plus de qualité et chercher des zones que j'ai pas faites avant. Et comme dit Sean, il répète à chaque fois, c'est le meilleur entraînement et c'est celui que tu as jamais fait. Merci Sean. Et au final, il a totalement raison. Sur ça, je m'y retrouvais. J'ai fait beaucoup plus de zone 5, etc. Et tu vois, j'ai pu progresser. Bon après, je pourrais pas progresser de 50 watts tous les ans, mais déjà, en tout cas, j'ai eu ce progrès avec beaucoup moins d'heures d'entraînement. Tu vois. Ah non, mais moi, ce que tu dis, ça m'étonne pas. Je pense qu'on passe tous par cette étape d'en faire trop. Et à un moment, elle est un peu obligatoire, mais ensuite, on se rend compte qu'on en faisait trop et on fait plus du qualitatif. Et en fait, c'est comme si bah, tout ce trop, on l'assimilait et il payait, tu vois. Et je l'ai beaucoup vu dans le kayak quand j'étais dans le milieu du kayak, où en fait, bah, les athlètes s'entraînaient beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Et des fois, bah, ils étaient moins motivés, s'entraînaient un peu moins. Et d'un coup, bah, ils progressaient, tu vois. D'un coup, ils disaient, waouh, ça y est, ça fonctionne, tout va bien. Et, euh, et je pense qu'on est obligé de passer par là, tu sais, on répète les erreurs de nos aînés sans arrêt. Alors que ça se trouve, en faisant de la qualité et en faisant moins, tu sais, c'est un peu le discours de Véronique Billat, notre experte francophone sur l'endurance, qui elle milite vraiment pour la qualité et pas du tout Mm. pour faire de la zone 2 ou de l'endurance fondamentale, du moins pas autant que qui peut être préconisé ailleurs. Et bon, on peut en partie quand même l'écouter, l'entendre et lui faire en bonne partie confiance, vu son expertise dans le domaine. Et moi aussi, j'en reviens un peu de ce volume à outrance où je me dis finalement, moi j'adore m'entraîner. Je pense que c'est comme toi, on adore s'entraîner, ça nous fait Ouais. plaisir. Mais est-ce que ça nous sert vraiment? Et alors toi, c'est de la longue distance forcément, mais moi qui fais un mélange entre musculation, aerox, ergomètre, tout ça, je me pose la question si finalement faut pas en faire moins et vraiment miser sur la qualité. Et certes, bah, je pourrais pas tout faire, mais comme je serai jamais champion, bah, de toute façon, c'est pas très grave. L'important, c'est que je puisse durer pour progresser sur le moyen et long terme, quoi. Ouais, mais tout à fait. Même sur ça, pareil, moi j'ai un peu switché. J'ai eu la période où forcément j'avais eu espoir de pouvoir un peu passer mieux en pro et en tout cas que j'ai cette. Je pense que ça restera quand même toujours un petit regret. Je vais pas mentir que
tu vois, tu sais, je sais pas si tu te souviens quand tu m'as soutenu en Ouais, 2022, enfin, en fait, t'avais eu 2023. une galère, t'étais tombé et tout, ça t'avait foutu, c'est ça qui t'a mis un coup, aussi. Et ouais, il y a eu ça. Et en fait, 2022-2023, je fais deux belles années, toujours quand même en continuant de bosser à 100%, etc. Et en fait, je me suis dit, punaise, est-ce que je vais enfin pouvoir être soutenu réellement pour que en fait je puisse développer le reste du potentiel que j'utilise pas parce que du coup, je fais pas que ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, j'avoue que bah, j'ai pas eu le soutien nécessaire que j'attendais suite à tout ça. Et en fait, je t'avoue que je reste un peu sur ma faim en me disant, en fait, aujourd'hui, je peux pas savoir quel niveau j'aurais eu. Alors, je dis pas que je serais champion du monde, jamais de la vie. Ça, par contre, je pense que ce serait impossible de battre les mecs qu'on voit à l'heure actuelle. J'ai pas le talent, mais c'est sûr que j'aurais pu faire mieux parce que c'est mathématique. Quand tu dors que entre 6 et 7 heures, Ouais. que tu travailles debout avec 15 kilos sur le dos, que tu fais des courettes, que le boulot te fracture des os pour X ou Y raison, que derrière on parlait de cheville, j'ai déjà eu des entorses au boulot, etc. Ben forcément, j'arrive pas avec le même bagage qu'un mec qui fait que ça ou qui est à mi-temps ou qui est derrière un ordi ou qui a ses parents pour l'aider, etc., etc. Et en Ouais. fait, je pourrais Après, jamais j'ai envie de te savoir. dire, Yannick, quand même, que là, t'as des regrets parce que t'es encore jeune, tout ça, mais finalement, quand t'auras un peu plus de recul, tu te diras, bon, est-ce que ça aurait valu le coup de tout sacrifier pour être un peu meilleur, alors que finalement, là, t'arrives, entre guillemets, à tout concilier. J'imagine que t'as une vie quand même beaucoup plus épanouissante, parce que quand tu fais du triathlon, tout, tu sais, vraiment longue distance, tout seul, tu mises tout là-dessus, c'est une vie particulière quand même. Tu sais, Hmm. il faut se le dire. Ok, bah, tu fais tes 30 heures d'entraînement, et en dehors des 30 heures d'entraînement, donc ça fait 5 heures par jour pratiquement, bah, en fait, t'es rincé, quoi. Tu sais, tu fais des siestes. Moi, j'ai déjà vu des sportifs de haut niveau, et pour les avoir côtoyés, fait des stages et tout avec eux. En fait, au début, t'es en dehors, t'idolâtres un peu l'activité. Tu te dis, ah, c'est super, tout ça. Et puis après, finalement, tu te dis, est-ce que c'est vraiment la vie que je voulais avoir? Tu sais, t'entraîner 2 fois par jour, de faire des siestes. Bah, je suis pas sûr. Tu vois, moi, avec le recul, je sais que non. Attends 2 secondes, ça sonne chez moi. Bouge pas, je reviens. Vas-y, t'inquiète. Et puis ouais, du coup pour terminer avec ce qu'il disait, pour les auditeurs qui seront là, forcément, je pense qu'aussi à l'heure actuelle, je me retrouve vachement que dans ce qu'il a dit et j'ai aucun regret sur la suite que ce que entre guillemets mon destin m'a prévu. Et je suis fier de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et je suis même content de pouvoir, comme il a dit, tout concilier. Et, euh, et puis on va continuer dans ce sens-là. Et maintenant, je vais plus aller dans la transmission, en tout cas, pour vous amener le maximum d'informations, essayer d'inviter des bons invités, des personnes intéressantes, certainement aussi des athlètes de tous bords, etc. Je vais réfléchir à tout ça. Donc, en attendant toujours qu'ils soient pas là, je vous dis, n'hésitez pas à me donner de la force euh, et du soutien. Voilà, un like, un partage, des commentaires. N'hésitez pas aussi si vous voulez être critique, mais de manière évidemment, enfin, que ça soit utile derrière. Donc voilà, ouais, je faisais du coup, je comblais le vide en disant que malgré tout, tu vois, même si j'ai ce petit regret, j'avoue que maintenant à l'instant T, en vrai, je te jure, je suis content, comme je disais, de ma vie, je suis très heureux et je suis fier de ce que j'ai accompli. Et tu vois, maintenant j'ai d'autres projets aussi, comme maintenant, tu vois, je voulais faire ces podcasts-là parce que je suis beaucoup aussi comme toi dans la pédagogie, le partage, la transmission. Alors j'ai pas du tout vos expertises, ça c'est clair et net, Ouais, mais bon, mais t'as une tout sacrée expérience m'intéresse. de l'entraînement quand même. Ça, c'est pas à minimiser. Quand tu fais du triathlon longue distance comme toi depuis des années et des années, t'as une expérience qui est énorme en comparaison de la plupart des gens. Ça, faut pas le Hmm. minimiser. Et comme je dis souvent, l'expertise, c'est l'expérience. Et là-dessus, tu as une expertise qui est énorme. Peut-être que d'un point de vue théorique, très technique, t'es pas le meilleur des théoriciens. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Ça, c'est juste pour briller sur les réseaux sociaux. Ça s'arrête là. Mais en termes de pratique, t'es un monstre, Yannick. Ça, faut pas l'oublier. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent, s'ils le savent pas, faut bien qu'ils le considèrent. C'est que quand tu t'entraînes 30 heures par semaine ou même 20 heures par semaine, depuis des années et des années, tu as développé une expertise d'entraînement de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire, des galères que tu as eues, du matériel, tout ça.
qui est monstrueuse, qui est vraiment, et ça, vraiment, faut le dire, faut pas le minimiser. Ouais, merci, merci pour ça, Non, mais ça me fait c'est vrai. plaisir. Mais oui, oui, non, non, mais t'as raison et c'est sûr qu'après, comme tu dis, le côté plus théorique, bah après voilà, c'est un de ces quatre. Faudra que je me lance aussi à faire un CQP, pourquoi pas chez toi ou autre. Je sais pas, tu vois, ça restera peut-être un petit peu dans ma tête. Mais pour avoir ce côté pratique et aller un petit peu plus loin, quand je voudrais passer le pas sur pour vraiment Sur transmettre, l'entraînement, comme tu bah as oui. dit, dans la voilà dans la légalité, comme on disait, pour pouvoir faire et puis surtout avoir tous les armes pour pouvoir le faire aussi correctement parce que comme tu dis, j'ai de l'expérience terrain, mais il faudra quand même aussi de l'expérience théorique. T'es obligé de toute Bien façon. sûr, bien sûr. Donc voilà. Alors j'avais un sujet aussi qui, alors c'est le but, c'est pas que ça soit musculation et je voulais parler des hormones, Ok, pas bah, forcément dans la muscu, tu vois, dis-moi, mais dis-moi. tu vois par exemple, on parle beaucoup dans le fitness ou muscu. D'ailleurs, je sais même pas quelle différence il y a entre fitness et musculation. D'ailleurs, pour le coup. Il y a pas vraiment, c'est qu'à la base, Ouais. on aimait bien séparer en disant musculation, c'est plus les muscles, on va dire, vraiment que la muscu sans truc cardio, et le fitness, c'est plus des cours de fitness. Je sais pas si tu as connu le body pump, le body attack, Oui, oui. notamment Ouais. de la marque Les Smiths. Et donc, c'était plus ça, les cuisses abdos-fessiers. C'est ça la différence. Maintenant, on parle surtout du milieu du fitness de manière globale, qui englobe un peu tout, on va dire la muscu, l'Aerox, le CrossFit, les cours co, la totale, quoi. Ok. Et du coup, en fait, bah forcément, il y a le côté testostérone surtout pour les hommes, cortisol aussi qui est dû au stress que l'on fait via nos entraînements, et donc aussi cette récupération. Et je me demandais comment, en fait, un pratiquant peut-il préserver son équilibre hormonal tout en progressant. Nous, pareil, c'est un sujet dans le sport d'endurance, tu vois, qui est quand même hyper touchy, dans le sens où il faut vraiment tout gérer. Comment tu le vois, toi? Alors, toutes les hormones, déjà, il faut savoir qu'elles sont, elles s'activent via des récepteurs dans notre corps. Notre corps, c'est un ensemble de récepteurs, ok? Donc, c'est pas parce que quelqu'un demain prend de la testostérone que d'un coup, il prend du muscle. Moi, j'ai déjà vu des gens sur les forums de musculation il y a plus de 20 ans qui étaient vraiment pas doués pour la muscu, qui prenaient la testo et ils avaient que les effets secondaires. Ils perdaient leurs cheveux, Ouais. ils avaient des boutons, il y avait une gynécomastie, bref, ils avaient la totale. Ok. Donc c'est un ensemble de récepteurs qui va plus ou moins fonctionner. On en a tous chacun en plus ou moins grand nombre et on va dire, une qualité plus ou moins importante en fonction des individus. Quel que soit le type d'hormone, hein, c'est que ça. Ensuite, bah, ces sécrétions, notre équilibre, il est fortement influencé par notre hygiène de vie. Donc déjà, l'hygiène de vie, bah, c'est le sommeil, voilà, déjà bien dormir, et puis l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, on est bourré d'aliments qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, qui ont des pesticides. Rien que l'eau du robinet, c'est bourré de traces de médicaments en tout genre. Vraiment, tout est assez contaminé. Et le conseil à donner, c'est de varier au maximum et d'essayer de consommer bah, local, bio, de saison. Alors bien sûr, c'est des conseils qui sont pas forcément applicables pour beaucoup, mais c'est déjà ça la base. Et ensuite, par rapport à ça, aujourd'hui, ce qui se développe beaucoup, c'est ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Donc, c'est de faire des analyses de sang un peu plus poussées. Donc, c'est pas donné, qui permettent d'aller investiguer bah, de nombreux biomarqueurs, donc pas tous, on appelle ça des biomarqueurs, mais en gros des, des taux de testo, des taux de magnésium, etc. Voilà, on va un peu plus Mhm. loin qu'une analyse de sang classique, qui nous permet de dire, bah voilà, là vous manquez de ci, vous manquez de ça, et d'investiguer, ce qui implique souvent pour beaucoup d'individus bah, de prendre beaucoup de compléments. Vraiment de prendre beaucoup, Toi, beaucoup de... t'en prends beaucoup ou pas? Dans ton cas personnel, tu prends beaucoup de Bah compléments ou ouais, pas? parce que bah, comme tu sais, j'ai super physique nutrition. Oui, Donc, ça, on le sait, comme ouais. j'ai ma marque de compléments, moi, je prends pratiquement tous les compléments qu'on fait, tu vois. Donc là, je me suis rendu compte Mm. dans une analyse de médecine fonctionnelle que je prenais trop de oméga 3. Donc, Ah ouais, d'accord. ouais, Ah ouais, ouais, c'est possible ça. ouais, parce que moi, dans mon alimentation, je mange tous les jours des sardines et je prenais des oméga 3 en plus en gélule. Donc vraiment, Ok. je faisais attention vraiment à être anti-inflammatoire au maximum. Mm. Bref, donc voilà. Donc, faut faire des analyses comme ça. Ensuite, bah, il y a l'entraînement. Comme tu le dis, dès que tu t'entraînes longtemps, bah, ça fait chuter ton taux de testostérone. Ça, tous les sports d'endurance, on le voit bien. Si ça faisait pas baisser le taux de testostérone, tu serais hyper balèze. Mais ça le fait chuter. Et n'importe quel pratiquant qui fait un peu de sport d'endurance, quand il en fait plus, bah, il sent qu'il a plus d'énergie. Ou le pratiquant de muscu qui s'y met du jour au lendemain, il sent que ça le vide. Mm. Après, tu parlais du cortisol. Le cortisol, c'est quelque chose dont on a besoin. Le cortisol, on appelle ça l'hormone du stress, mais c'est l'hormone de l'éveil. Le matin, normalement, c'est le cortisol qui monte et qui te met en action, qui te met en mouvement. Si t'en as pas,
tu as des coups de barre. Moi, comme tu sais, bah, je coach beaucoup de personnes et j'ai beaucoup Mm. d'élèves qui font justement des analyses en médecine fonctionnelle. Et des fois, j'ai des élèves qui se sont rendus compte via leurs analyses que, en fait, ils avaient leur cortisol qui montait pas le matin, donc ils étaient tout le temps crevés. Et puis l'après-midi, au lieu que ça descende progressivement, d'un coup, ça montait. Donc ils n'avaient pas une sorte de chronobiologie optimale d'un point de vue du cortisol. Donc tout ça pour dire que, en fait, pour optimiser, déjà, ce qu'on fait, c'est des règles très simples. Il y a des hacks et des petites astuces, mais c'est se coucher tôt, c'est manger, essayer de manger sain, de pas être en restriction calorique. Vraiment, la restriction calorique, bah, ça fait du mal. Franchement, je crois que beaucoup en reviennent et ont compris que, en fait, chaque personne avait un taux de gras idéal et qu'il fallait pas trop aller dessous, même si souvent c'est pas le taux de gras C'est qu'on combien évite. en pourcentage, tu Ben, sais, on parle toujours, ouais, bah parce qu'on sait pas. En fait, ça dépend de chaque ouais, on individu. sait pas. C'est ça le Mm. problème, c'est que si toi, tu as Mm. toujours été sec, moi, je vois, quand je suis à 13-14%, bah, je suis bien. Quand je suis à 10, je sens que j'ai plus de jus. Tu vois, et bon, bah, je me trouve plus beau à 10, hein, mais, bon. Mais bon. Et donc, en fait, il est propre à chaque individu, bah, en fonction de sa génétique, déjà. Qu'est-ce que tes parents t'ont transmis? De tes antécédents. Est-ce que tu as été plus gros ou pas avant? Et puis, en fonction de qu'est-ce que tu fais? Tu vois, comme activité, il y a des activités, on voit bien, on en avait parlé dans le guide de la musculation naturelle, donc mon premier livre, qui est un best-seller en France, qui s'est vendu à 14 000 exemplaires. Voilà, on sait que le gras, jusqu'à un certain point, ça peut aider à mieux transmettre la force. Donc, c'est dans les premières pages du bouquin pour ceux que ça intéresse, s'ils veulent s'y référer. Mais on a tous un taux de gras idéal, et donc bah, dès que tu descends en dessous, c'est pour ça qu'il faut pas être en restriction calorique. Bien sûr, faut pas être en sur alimentation Mm. non plus, parce que là, bon, après tu fais du gras et quand tu as trop de gras, bah là c'est pareil, c'est un peu le kilo de trop, et là ça t'influence de manière négative. Et puis après, bah, c'est s'entraîner, mais à la hauteur de ses capacités. Et comme je disais tout à l'heure, bah, souvent on s'entraîne trop. C'est sûr que s'entraîner 20 heures par semaine, d'un point de vue santé, c'est pas l'idéal. Il suffit de voir comment sont les athlètes d'endurance qui s'entraînent beaucoup. Souvent, ils ont des cernes, ils sont fatigués, ils ont des rides avant l'heure. Ça oxyde. Malheureusement, ça oxyde. On n'est pas fait pour tout ça. Et donc après, bah, on essaye de compenser. Dès que tu es dans une optique de performance vraiment importante, tu essayes de compenser par des bonnes habitudes. Et donc tu passes pour un ringard, tu passes pour un pauvre type, parce que tu veux pas boire ton coup après, tu veux boire ton eau bicarbonatée, et puis, et puis bien manger, pour bien récupérer, vite mettre tes jambes en l'air et tout. Et bref, et tu passes pour un ringard, alors qu'en fait, tu devrais plutôt être admiré ou inspiré autrui, Mais quoi. en vrai, sur ça, je pense que ça change un peu, hein, en vrai. Parce que Ah, maintenant, tu vois, on entend vraiment beaucoup parler de la longévité et tout. Vous tous, le groupe que j'ai cité au début, vous êtes un peu des pionniers, entre guillemets, sur tout ça. Vous en avez beaucoup parlé sur vos différents réseaux. Mais je trouve que maintenant, ça se diversifie, ça en parle de plus en plus, je trouve, en tout cas, moi, ouais, ouais, perso, de ce que je vois sur c'est les la réseaux. tendance du moment. C'est vrai que c'est la tendance du moment. Et moi, je me rendais pas compte, mais des fois, les personnes m'écrivent, me disent, ouais, tu sors sur la tendance ou quoi? Mais c'est pas du tout, c'est qu'en fait, j'arrive à 40 ans. En fait, c'est le Bah sujet oui. qui m'intéresse, qui commence à me dire, bon, j'ai pas Ouais. fait la moitié de ma vie. Ok, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir continuer à faire? Comment je peux faire pour continuer à faire ça? C'est plus Ouais, et la puis question que je dans me tous les pose. cas, ouais, et puis dans tous les cas, quand tu regardes même ton suivi depuis ce que je te connais et ce que je te suis, t'as toujours été en fait dans la longévité. C'est juste que tu n'utilisais pas forcément ce mot en fait, tout Ouais, simplement. bien sûr. Tu faisais gaffe à ta santé, à bah ouais que t'ailles bien et que tu te sens bien et que tu sois bien dans ton corps dans tous les cas quoi. Et là, tu vois, quand tu te présentes souvent, tu dis toujours musculation sans dopage. Selon Ouais. toi, est-ce que c'est encore crédible et réaliste les personnes qui se montrent souvent sur les réseaux sociaux, je te parle en musculation, le sport d'endurance, bon, on pourrait en parler aussi, mais le côté vraiment naturel, nati, sans dopage, etc., où c'est compliqué. Quand j'ai commencé la musculation en 2001, en fait, moi, je pensais que tout le monde était naturel. J'avais un bouquin qui est derrière moi qui s'appelle toujours Devenez champion du monde aux Hmm. éditions J. C'est Jean-Luc Favre qui est interviewé, qui est champion du monde 91, et il raconte tout son parcours, interviewé par Jean Texier. Et dedans, il dit qu'il est naturel, tout ça. Et donc, moi, j'y croyais. Moi, quand j'avais 15-16 ans, je me disais, mais je vais devenir champion du monde de bodybuilding. Je me disais, c'est pas possible. Je vais être Monsieur Olympia, donc champion du monde professionnel. J'y croyais. Et puis ensuite, bah, sur Internet, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, j'ai commencé à voir des gens qui disaient qu'ils se dopaient. J'ai vu des forums ouvrir où des gens disaient, bah, on prend ci, on prend ça. Et donc là, je suis tombé un peu des nues. J'ai dit, putain, mais c'est incroyable. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né mon site Superphysique. Donc, superphysique.org, auquel est adossé, bah, Superphysique Nutrition, en 2009. Parce que on s'est dit, bah, attends, on va démocratiser les bonnes connaissances pour les pratiquants qui prennent pas de produits dopants. Parce qu'en fait, les conseils que donnent les pratiquants dopés, souvent, sont pas, phénoménaux. Faut rester correct. Et donc, on est parti dans cette croisade-là.
Parce que, aussi, à mon époque, quand j'ai commencé, les gens qui se dopaient se disaient naturel. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se dopent, qui se disent, bah, nous, on se dope, on prend ci, on prend ça. Ça s'en cache beaucoup moins. Mais, ce qui me dérange, c'est que c'est devenu un peu in, tu vois. Je me dope, et puis, bah, regardez, je me dope, mais tout va bien. Non, tout va pas bien. À un moment, tu vas avoir des problèmes de santé, c'est sûr. Et le Mm. problème, c'est qu'on est dans une société quand même collective. Et moi, je suis pour aussi qu'on s'entraide entre nous, hein. C'est quand même ma philosophie, faire mieux ensemble que seul. Mm. Mais à condition que des gens n'abusent pas de leur propre volonté. Et souvent, quand les gens tombent dans les produits dopants, bah, ils abusent. Tu verras jamais un type qui prend des produits dopants dire non mais moi j'en prends vraiment une tonne. C'est toujours j'en prends presque pas. Toujours, moi j'en prends presque pas, mais les autres je peux te dire ils en prennent une tonne. Et bref, et c'est toujours comme ça. Et donc bah, les abus, comme on le disait, vont finir par se payer. Et donc ça m'ennuie que la société bah, paye ces abus-là, en tout cas en France. Après, est-ce que il y a des gens qui sont dopés qui se disent naturels? Encore sur les réseaux, il y en a plein. Moi, il y en a plein, je les vois, mais j'ai plus ce combat-là en moi parce que j'essaye vraiment de me concentrer sur ce que je peux apporter positivement plutôt que sur le négatif en me disant, bah non, regarde, c'est lui, il est dopé ou quoi. Et je veux plus perdre de temps avec ça comme j'ai pu le faire par le passé. Ça fait quand même, bah, comme je dis, plus de 20 ans que je suis sur Internet, à écrire des articles, à communiquer, à essayer de transmettre. Et voilà. Après, je vois bien, souvent je donne le repère, on me dit, ouais, est-ce que lui, il est naturel? Mais je dis, c'est pas compliqué. Si le type est deux fois comme moi, naturellement, ça n'existe pas. Je dis, ça n'existe pas. S'il est une fois et demi, bah peut-être. Je dis peut-être, il y a des gens qui sont doués. Moi, j'ai déjà vu des gars, j'y crois largement. Mais si le mec est deux fois, j'y crois pas. Pareil, on a vu beaucoup de filles se mettre à la musculation. Il y a des filles qui ont du potentiel, hein, qui sont balèzes. Vraiment, j'en ai vu des filles qui étaient vraiment balèzes et naturelles. Mais bon, après, ce qui est ennuyant, moi, c'est toujours un truc qui m'a dérangé, c'est le mensonge. Voilà, ça, le mensonge, c'est vrai que ça me fait grincer des dents. J'aime pas du ça, j'aime l'honnêteté. Et quand on me prend pour un con, là, ça me rend dingue. Donc, je vais pas citer de Ouais. nom, mais il y en a qui, qui me prennent toujours pour des cons. Je les vois, je leur dis, mais c'est pas naturel. Ils me disent, ah bon, et tout, tu crois? Je dis, ah, mais j'écoute, je dis, là, il y a pas trop de débat. Il y a pas trop de débat. Mais ouais, après, c'est après, tu sais, les réseaux sociaux, là, puisqu'on parle de ça, c'est une histoire d'apparence. C'est se montrer sous son meilleur jour, donner les bonnes informations. On sait tous, si on prend du recul, ce qu'il faut faire pour être devenir célèbre. On le sait tous. Après, c'est juste où tu es prêt à aller pour le faire. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, je vais dire, d'avoir commencé au bon moment, il y a très 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 longtemps, et donc je peux partager des informations. Je suis plus obligé de me mettre en avant, même si des fois je fais une petite pause pour dire, regardez, je m'entraîne toujours, mais je peux partager des informations, des choses que j'apprends, des choses que j'ai envie de transmettre, et forcément, bah, ça plaît moins que ça plaît moins que de balancer des entraînements qui riment à rien, qui sont inapplicables, où je serais torse nu, voilà. Mais j'ai cette chance-là, mais concrètement, ceux qui marchent du tonnerre, tout ça, bah souvent, voilà, ils sont pas. En tout cas, dans le milieu du fitness, il y en a beaucoup qui sont pas naturels. Ouais, après, t'as toujours un physique comme ultra solide, hein, même Ouais, si, bah voilà, bah, ouais, mais parce que je me suis entraîné comme un fou et je m'entraîne encore beaucoup. En fait, mais quand même, quand je dis que j'ai ralenti la musculation, je fais quand même 3 belles séances par semaine, tu vois. Voilà. Donc, je finis ma séance, c'est bah, des séances de combien de temps? Comment tu gères encore, là, j'avoue que ça m'intéresse, tes 3 séances, du coup, pour ta santé et ton maintien, comment ça fait? Est-ce que tu fais un gros bloc musculaire plus un plus petit? Est-ce que c'est 1 heure et demie? Est-ce que c'est juste 30 minutes? Est-ce que c'est 45 minutes? Est-ce que c'est 1 heure? Enfin bref, comment tu gères? j'aimerais bien que ce soit que 45 minutes, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, moi, je fais beaucoup de renforcement tendineux aujourd'hui. Vraiment, c'est comme je vais en parler beaucoup dans ma formation Hybrid Protect. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de démocratiser tout ça. Et donc ça me prend déjà un bon 20-25 minutes, tu vois, de renforcer les tissus conjonctifs qui vont être mis en jeu durant la séance. Donc ça, c'est ma priorité. Donc tu vois, c'est déjà 20-25 minutes. Ensuite, la séance en elle-même, une fois que j'ai fait ça, elle dure à peu près 1 heure. Tu vois, donc j'ai 1 heure de plus et je m'entraîne par rapport à ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire des séances qui sont un peu typées bodybuilding, tu vois, mais sans que ce soit trop intense pour pas avoir des courbatures pour me gêner sur les ergos. Parce que ma priorité, on va dire globalement, c'est les ergos. Là, je vois que sur les ergomètres, donc skieur, grammeur et vélo, bah, j'aimerais bien progresser. Le temps que je guérisse ma rupture partielle du tendon quadricepital du genou. Donc c'est vraiment ça mes priorités. Et donc bah, après je fais 2 séances haut du corps, 2 séances haut, une séance bas, muscu, qui dure à peu près bah, 1 heure et demie. Tu vois, c'est à peu près ça. Et après bah, souvent je complète par de la mobilité en plus. Parce que moi j'étais habitué avant, quand je faisais vraiment que de la muscu, à faire des séances de 3 heures. En fait c'était 5 fois 3 heures par semaine. Parce que je faisais Ouais, beaucoup. c'est gigantesque. Non, mais parce que, en fait, contrairement tu vois, au sport d'endurance, tu as plein de périodes entre coupées de repos. Tu fais une série, elle dure 30, 40 secondes, tu prends 3 4 minutes de récup, tu recommences, tu vois. C'est que des efforts courts et qui nécessitent pas mal de récup quand tu veux vraiment progresser. Alors qu'aujourd'hui, comme je suis plus dans une optique de longévité,
et je vais le partager prochainement là, sur une vidéo YouTube. Je pense que ce sera celle du mois de mai. Je pense que c'est celle du mois de mai. Où je dirais, bah voilà, j'ai pas mal réduit mes temps de récupération aussi pour mettre moins lourd. Certes, ça fait moins progresser musculairement, mais d'un point de vue longévité, ça a beaucoup plus de sens pour moi. Et ça me fait des séances plus courtes, parce qu'après, quand tu as des séances qui durent 3 heures, bah, ta journée, elle est morte. Franchement, tu Mm. vas à 15 heures, tu sors à 18 heures, plus le trajet, tout ça. En fait, tu es parti à 14h30, tu rentres à 18h30, tu prends une douche, c'est fini. Alors que là, quand je fais une séance, que j'ai fait comme cet après-midi, 1h30, bah, globalement, je suis pas si fatigué comparativement à ce que je faisais. Et ça me laisse du jus quand je vais faire mes séances, mes vraies séances d'ergo, qui sont, pareil. J'essaie de faire des séances 1h30, maximum 2 heures avec la mobilité. Vraiment, c'est ça que j'essaie de faire. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, tu disais, à l'époque, tu prenais beaucoup de temps de repos pour pouvoir justement gagner en muscle. Est-ce que le temps de repos, c'est un chiffre entre guillemets magique? Parce que t'es toujours, moi je me souviens, on voyait quand tu pousses de l'ultra lourd et que tu fais, je sais pas, 3 RM, tu dois prendre 3 minutes ou 5 minutes. En fait, ils sortent d'où ces chiffres? Ça a été, ben, je suppose que ça a été expertisé par quelqu'un sur le terrain, mais Ouais, bah alors je peux t'expliquer. En fait, quand tu ouais. prends un livre de physiologie classique, par exemple Wilmore et Costil, donc Mhm. physiologie, j'ai plus le titre exact, mais aux éditions de Bock, en fait, on t'explique un peu le temps de reconstitution de l'ATP. L'ATP, c'est Ok. ce qui est dégradé, voilà. Et on te dit que quand tu fais un effort très intense, il te faut environ 3 minutes pour reconstituer 95% de l'ATP. Voilà. Donc, quand tu fais un effort RPE, donc tu es presque à fond, voilà, RPE 9, on va dire, il te faut 3 minutes pour reconstituer 95%. Par contre, si tu voulais reconstituer 100%, on estime qu'il te faut entre 8 et 10 minutes. Donc, en Ouais, fait, c'est gigantesque, ouais. ce qui se passe en musculation classique, quand tu veux prendre du muscle, c'est que plus tu progresses et plus tu vas mettre lourd et forcer. Plus tu vas devoir traumatiser, entre guillemets, tes muscles via tes séries. Et donc, comme tu vas forcer de plus en plus, bah, tu vas prendre de plus en plus de récup pour continuer à mettre un stress de plus en plus important pour déclencher une adaptation. Donc, c'est de là que ça vient, en fait. Après, dans les faits, tu fais un compromis en termes de récupération. Tu fais un compromis en fonction du temps que tu as pour t'entraîner, de comment tu forces, de tes objectifs, voilà, de ce que tu veux faire. Et souvent, bah, le bon compromis, on va pas se mentir, c'est celui que prennent la plupart des gens, c'est 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, bah, faut que tu sois dans une salle où il y a du monde, sinon tu commences à t'ennuyer, où tu fais de la force athlétique, Mm. mais on est plus dans un objectif de prise de muscle. Et souvent, c'est un peu ça le bon compromis. Certes, c'est pas l'idéal, c'est pas l'optimal. Au bout d'un moment, tu vas être bloqué à cause de ce temps de récupération-là, mais tu peux déjà atteindre un très bon niveau. Et comme tu seras pas champion de bodybuilding, de toute façon, bah, c'est pas très grave si tu montes pas à 6 Mm. minutes de récupération. Oui, tu prendras un peu moins de muscles, mais finalement, ça aurait été des muscles qui sont pas très longévités, parce que quand tu prends des longs temps de récupération, forcément, tu développes beaucoup moins tout l'aspect énergétique de la cellule musculaire, tout ce qui est mitochondrie dont tu parlais tout à l'heure, moins les vaisseaux sanguins, l'apport en oxygène, l'apport en sang. Et donc, ça fait des muscles qui sont, on va dire, un peu non fonctionnels, qui sont certes gros, mais que tu peux beaucoup moins utiliser dans la vie de tous les jours parce que tu congestionnes exagérément, parce que tu n'arrives pas à apporter suffisamment d'oxygène dans la cellule musculaire. Donc, c'est pour ça que, finalement, ce qu'on retrouve toujours, c'est 1 minute 30, 2 minutes. Parfois, on peut monter plus, mais voilà, tout dépend des objectifs. Souvent, ce qui se passe, c'est quand tu es jeune, Mm. bah, tu as du temps, tu dis, allez, je laisse la récup, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et après, tu dis, bon, j'ai pas envie de passer 3 heures à la salle. Quand tu passes déjà 1 heure et demie, ah, c'est déjà très bien. Et voilà, d'un point de vue longévité, prise de force, prise de muscle, c'est déjà super. Et selon toi, là je pousse le truc vraiment plus loin, hein, mais est-ce que si, admettons, demain la personne, elle peut avoir tous les temps de récupération qu'elle veut, est-ce qu'elle pourrait progresser entre guillemets à l'infini, tu vois, dans la prise de muscle que tu disais? Non, en fait, tu as une sorte de limite qui est, il y a le vieillissement qui va arriver, qui va te voler, donc il va limiter tes adaptations. Tu vois, on sait par exemple que plus tu vieillis et moins ton intestin te permet d'assimiler les protéines. Donc c'est pour ça qu'on dit que quand on vieillit, bah, il faut augmenter ses sources de protéines, car sa quantité de protéines pour justement essayer d'être bien. À Euh, combien à peu près pour le commun des mortels, que ça soit peut-être une personne qui fait juste de l'activité physique à l'athlète, selon toi? Bah, Peter Attia, le gars qui a écrit, un médecin US qui a écrit le bouquin de référence sur la longévité, qui a été traduit il y a pas très longtemps en français, lui, il est pour prendre 2,5 à 3 grammes par kilo de poids de corps, donc ce qui est assez important. Ah, ok. Mais globalement, ce qui est sûr, c'est que les recommandations autour de 0,8 grammes par kilo de poids de corps sont pas suffisantes. Sont pas suffisantes, d'autant plus à mesure qu'on vieillit, parce qu'on assimile de moins en moins. Et d'ailleurs, tu peux le voir, les personnes âgées, souvent, elles ont de plus en plus de mal à manger de la viande, du poisson, des sources de protéines. Donc bon.
faut redoubler un peu d'efforts et c'est pour ça qu'on voit des fois des papiers sortir qui disent prenez de la leucine. La leucine, ça permet de booster l'anabolisme. C'est pas que ça permet de booster, c'est que c'est un acide aminé essentiel, un des plus importants, et quand tu le surdoses un peu quand tu vieillis, bah ça te relance un peu, ça te fait un peu plus de protéines. Euh, donc, tu as déjà cette limite-là, le vieillissement qui, lui, va te voler. Donc déjà, même si tu avais du temps à crever, bah, moins ça te limite. Ensuite, il y a la limite du renforcement général dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'à un moment, ok, tu progresses sur tes exos, mais plus tu vas être fort, plus tu vas forcer, plus faut que tu sois renforcé de manière globale. Donc, tu n'as plus le droit ensuite d'avoir un tendon qui est pas en bon état, t'as pas le droit d'avoir une séquelle de blessure quelque part, donc ton entorse par exemple, t'as pas le droit d'avoir un manque de mobilité, parce que plus tu mets lourd, plus tu forces, bah, plus ça peut péter rapidement, tu vois. Moins ça pardonne l'erreur. Marc Vouillot, le père de la force, en France, qui nous a quittés il y a quelques années, qui a vraiment apporté l'entraînement de la force en France dans les années 80-90, disait la force ne pardonne pas la médiocrité. Bah voilà, c'est en fait, lui dit la force, moi je dirais l'entraînement intense ne pardonne pas la médiocrité. Et à un moment, bah, ce qui va te limiter, c'est le temps et les ressources que tu as d'un point de vue, on va dire disponibilité psychologique, énergétique et autres, pour pouvoir continuer à te renforcer, te renforcer, te renforcer, pour pouvoir tenir les contraintes. Et tu vas te rendre compte qu'à un moment, bah, avec le vieillissement, tout ça, en fait, tu perds. Tu peux pas gagner. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que c'est un combat qui est perdu d'avance. Ouais, c'est vrai. Après, on réfléchit toujours de comment repousser entre guillemets l'échéance que on va tous atteindre au bout d'un moment, quoi. Bien sûr, bien sûr. De toute façon. Et je voulais revenir du coup sur les protéines pour qu'au moins les gens ils aient à peu près une fourchette. Tu disais du coup pour une personne normale, on est plus sur du 1, j'ai un 2, un 8 Ouais, pour c'est bah, quand j'étais plus jeune, il y avait un bouquin qui s'appelait Alimentation musclée de Susan Kleiner. ouais, Et elle disait, elle imitait beaucoup pour les glucides, mais elle disait, voilà, faut 1,6 g par kilo de poids de corps. Donc, bien sûr, c'est OK. 1,6 g par kilo de poids de corps quand t'es pas trop gras. Si t'es hyper gras, bah voilà, tu comptes pas ce gras. Mais on va estimer qu'un homme, c'est 15% de gras, une femme, c'est autour de 20%, à plus ou moins de 3% près, voilà, pour chacun. Euh, donc ça, c'est le truc classique quand t'es jeune. Et puis après, quand tu vieillis, bah, je suis pas Faut compter. l'expert mondial, hein, je suis pas chercheur ou quoi, mais de tout ce que je peux lire, bah, autour de 2 grammes, kilo de poids de corps, a l'air d'être une bonne norme pour n'importe quel individu, d'autant plus à mesure que tu vieillis, si tu fais du sport et que tu veux conserver tes muscles au maximum. Ouais, c'est ça. Bon, après, comme tu disais, peut-être qu'une personne âgée qui a plus de mal, bah là, du coup, ce serait peut-être la bonne chose à qui boivent des checkers ou ce genre de choses. Hein, on va pas se mentir de Ouais, bah, protéines et déjà passer faire sur du le sport. complément alimentaire. Déjà faire un peu du sport, faire un peu d'activité physique en tout cas, pas forcément sportive, mais activité physique, bouger, faire son jardin, faire des Mmh, trucs, voilà. Ça va générer de la faim. Déjà, tu auras faim. mmh, Et donc, bah, faut que tu manges. C'est sûr qu'il faut que tu manges. Mais c'est vrai que souvent, les personnes âgées, bah, on voit bien en fin de vie, elles mangent de moins en moins et elles mangent surtout des saloperies parce que ça passe plus, tu vois. Les aliments protéinés mmh, passent plus, ça les dégoûte un peu. Alors que c'est justement là c'est comme si notre corps nous disait, non, mais laisse-toi mourir, alors que pas du tout. Prends tes ouais, protéines. Bah, après, on verra comment on sera à ce moment-là, mais c'est vrai que faut ouais. surtout pas minimiser l'impact des protéines dans le vieillissement et la longévité. Ah, c'est clair, c'est clair. Et je crois, c'est pas récemment là les États-Unis qui d'ailleurs ont changé Ouais, tout leur à fait. pyramide de et Alimentaire, justement ils ont mis au devant la protéine, il me bien semble, sûr. si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que ça, au moins ça a changé là-dessus. Je voulais revenir encore sur le dopage. Tu disais que moi j'avoue que bon forcément on est totalement contre ça. Mais qu'est-ce qui te ferait dire quand tu regardes quelqu'un torse nu, tu vois, les marques qui, est-ce qu'il y a des marques plutôt qui diraient que lui c'est sûr il est dopé, lui il est nati et ce genre de choses. Parce que j'ai Bah, déjà entendu plein de trucs sur l'histoire des épaules, des trapèzes, de la manière dont c'est formé, tout ça, tu vois. ouais, bah, Michael Gundy il aimait bien dire qu'il y avait trois facteurs chez le pratiquant dopé qui se démarquaient. Le premier, Hmm. c'est le haut des pecs, donc le faisceau claviculaire du grand pectoral, parce que naturellement, c'est très rare d'en avoir. Naturellement, t'as l'épaule qui prend le dessus d'un point de vue morpho-anatomique. Ceux que ça intéresse, sur la morpho-anatomie, bah, j'ai fait une super formation qui s'appelle formation super analyse sur mon site rudicola.com. C'est les cours que je donne aux futurs coachs. Bref, donc naturellement, t'as pas de haut de pec. Voilà, c'est très rare, ça arrive, mais c'est très rare. Ensuite, tu as l'arrière d'épaule, le deltoïde postérieur. Naturellement, c'est rare que tu aies une épaule vraiment carrée, tu vois. Normalement, elle s'aplatit un peu derrière. Et là, tu as une épaule carrée. Vraiment, tu as une épaule. Oh. Donc déjà, quand tu as deux des trois, c'est fou. Et ensuite, tu as le muscle qu'on appelle l'infraépineux, qui est un rotateur externe de l'épaule le plus fort.
Et quand tu fais un double biceps de dos, bah il ressort. Et chez les pratiquants qui sont bien dopés, bah souvent il est énorme. Mais vraiment, il est monstrueux. Le truc, ça fait une boule. Des fois, ça le fait pas, comme chez Jay Cutler, par exemple, qui était monsieur Olympia dans les années 2010. Lui, son infra-épineux était pas fou. Et souvent, bah, ça, le infra-épineux, c'est un muscle que personne ne travaille, hein, alors que ça se travaille, hein. Mais les gens ne le travaillent pas. Et donc, s'il est énorme sans rien faire, bon, c'est quand même assez bizarre. Donc ça, c'est vraiment les trois signes distinctifs. Après, si t'as pas de bol, car si t'es pas spécialement doué, bah en fait, tu vas perdre tes cheveux, tu peux avoir une gynécomastie, tu vas avoir une peau avec plein de boutons, des poils qui poussent partout dans le dos, vraiment, parce que la testo, comme on dit, comme c'est des récepteurs, bah en fait, si t'as pas les bons les récepteurs et t'as des mauvaises enzymes, bah ça donne des oestrogènes et ça donne de la DHT. Et l'oestrogène, bah ça te féminise d'un côté et la DHT, ça t'androgénise comme on dit, et donc bah tu perds tes cheveux, c'est la totale quoi. Donc voilà, L'horreur, voilà quoi. quelques Bon, quelques signes. De toute façon, tu vois. Et puis il y a la qualité de la peau aussi. Tu vois bien que quand quelqu'un, tu vois bien. Je sais pas si tout le monde le voit, mais moi je le vois quand la personne a la peau, t'as l'impression qu'elle va exploser. T'as vraiment l'impression que c'est du papier de cigarette. Bon là, naturellement, il y a très très peu de personnes qui sont comme ça. J'en ai dû en voir deux ou trois dans toute ma vie, et ça fait très longtemps que je suis dans le milieu. Mais voilà, quand t'as la peau, t'as l'impression qu'il va exploser. C'est sûr qu'il n'est pas naturel, quoi. ouais, c'est sûr. Après, ils prennent que de la testo ou Non, d'ailleurs ils il y doublent a de avec plein de tout. trucs. Maintenant, à la base, donc dans les années 40-50 quand c'est sorti, on a fait une retranscription de toute l'évolution des produits dopants dans le guide de la musculation naturelle. Mais en fait, c'était surtout des dérivés de testostérone parce que c'était des médicaments qui avaient été développés pour les blessés de guerre. Donc du style, on essayait de modifier la testostérone pour la rendre plus efficace d'un point de vue prise de muscle, récupération, que ses effets androgénisants et oestrogénisants dont je te parlais. Et donc, bah, ensuite, bah, ça s'est développé, hein. Après, il y a eu directement la prise d'hormones, donc, qui est la testostérone, mais l'hormone de croissance, donc de la GH, de l'IGF-1, de l'insuline, des hormones thyroïdiennes. Il y a même eu des, des insecticides. À un moment, Hein? il y a eu cette mode du Waouh. DNP dans les années 90 Ok. avec Dorian Yates. Euh, et maintenant, ils sont beaucoup sur les peptides, les SARMs. Alors moi, j'ai décroché quand même depuis un moment de ce milieu-là, donc je suis plus au courant de Hmm. tout. Mais oui, faut te dire qu'il y a des il y a des gars et des filles qui vraiment prennent tout ce qui existe, qui sont cobayes. C'est bah pareil, t'as pas connu toute cette histoire, mais à un moment, il y avait toute cette histoire autour de la myostatine et de la follistatine, une hormone qui bloquait la croissance musculaire, et on cherchait justement à inhiber cette hormone, ce facteur de croissance ou d'anticroissance qui bloquait la construction musculaire. Et donc on avait vu des gens qui essayaient, qui avaient fait des tests sur les vaches, qui d'un coup bah, t'enlevais la myostatine, et d'un coup les vaches explosaient, c'était hyper musclé. Oh la Bref. Non, non, vache. mais franchement, Ah, après, les produits dopants, tout ça, c'est vraiment de l'expérimental. Il faut aussi avoir ça en tête, c'est que personne au monde ne maîtrise la chimie, la biochimie complète du corps humain. Il y a, tous les préparateurs de bodybuilding aujourd'hui sont des apprentis sorciers, qui se basent ok. sur leur expérience personnelle, parce que souvent c'est des gens qui se sont dopés ou qui se dopent, et sur les retours d'expérience qu'ils ont des personnes qu'ils ont dopées. Ouais, c'est ça la vérité. Il y a personne au monde qui peut maîtriser absolument les réactions du corps humain. Tu sais, je sais pas si tu le sais aussi, mais les médicaments, par exemple, à chaque fois, on nous donne des posologies de médicaments. Faut prendre 5 comprimés de ça, à tel moment, ça va faire ça, 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 ça. La plupart des médicaments ont été testés sur des Américains blancs de 45 ans, et on fait une généralité pour la Terre entière. On dit, voilà, pour les femmes, c'est ça, pour les Africains, c'est ça, pour les Asiatiques, c'est ça, pour les Européens, c'est ça, alors que pas du tout. En fait, on a fait une généralité, et c'est un peu pareil pour les produits dopants ou autres, hein, et c'est même pire, parce que là, on n'a pas, il n'y a pas assez d'études sur le sujet. Il n'y a pas assez de cobayes qui sont prêts à se sacrifier, je pense, ou voilà, il n'y a pas un intérêt énorme sur le sujet non plus, par rapport au cancer ou autres maladies qui nous ennuient. Et donc, ouais, c'est vraiment de l'expérimental. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper dangereux. Et ouais, et franchement, ça va dans tous les sens. Moi, je suis plus du tout dedans, mais aujourd'hui, c'est vraiment la mode des peptides. Et je vois pas mal de trucs passer. Et je me dis, ouais, putain, les mecs prennent des trucs, mais ils se savent absolument rien de ce qui va se passer. D'autant plus que, j'ai pu le voir quand même, ayant fréquenté pas mal de salles, dès que tu mets le nez dedans, tu sais jamais quand t'en sors, hein. Et puis j'ai vu plein de personnes décédées, hein. Ça aussi, faut pas le minimiser, mais j'en ai vu plein, 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 plein qui se dopaient et en fait qui passent pas les 60 ans. Vraiment, mais une tonne, une tonne, une tonne, une tonne. Et je le disais aussi dans un récent podcast, je suis un petit peu l'actualité US et presque tous les jours, tu as des morts. Des gens qui sont même juste influenceurs. Tous les jours, il y a des morts. Malheureusement, tous les jours, il y a des morts, des overdoses, des gens qui se réveillent pas dans leur sommeil. D'un coup,
une crise cardiaque, un AVC, la totale, hein. Et est-ce que justement, c'est pas le toujours plus? Parce Bien que sûr. tu vois, il y en a, ils prennent comme tu dis peut-être des doses aberrantes. J'en sais rien, j'y Ouais, connais ouais, rien, mais mais des doses aberrantes. en fait, personne sait la bonne dose à prendre parce que personne peut déterminer ta sensibilité à la bonne dose à prendre. Si tu voulais te doper demain et tu dis, bah, je prends juste la dose qu'il faut pour avoir des résultats, personne ne sait mesurer ou calculer la sensibilité, si on parle juste aux androgènes, tu vois, si on parle de la testostérone et ses dérivés, personne ne sait. Comment sont tes récepteurs, comment ils vont fonctionner, comment ils vont s'activer, qu'est-ce que ça va dérégler, pas dérégler. Il y a des bases en pharmacologie, en biochimie. Mais, c'est des bases générales. Tu sais, c'est comme l'anatomie. On nous dit une épaule, c'est comme si, c'est comme ça. Eh ouais, chacun a une épaule un peu différente en fait. Voilà la vérité. Ton épaule est. Je donne souvent l'exemple des pecs. Il y a un type qui s'appelait David Henry qui était Monsieur Olympia, moins de 200 livres quand j'étais gamin. Le mec il faisait des dips, on voyait son haut de pec se contracter. Bah la plupart des gens qui font des dips, ils ont le bas des pecs, ils ont pas le haut de pec qui se contracte. Voilà. Voilà. Donc l'anatomie, il y a aucune science qui n'est exacte et qui est généralisée pour tous. Mais souvent on prend des raccourcis. Là avec le dopage, bah encore pire quoi. Et là, je sais même pas si ça te parle le Enhanced Game ou pas? Oui, oui, bien sûr, Ça te bien sûr. parle ou pas? Bah, j'ai Bah, vu. t'imagines, tu vois, en parlant de ça, moi, je me dis justement, plutôt que d'aller, bah, je sais pas ce que t'en penses toi, mais plutôt que de le, bah, justement, de le, comment dire, de le condamner, pardon, parce que du coup, forcément, on sait pas tous les effets que ça a et les risques qu'il y en a et qu'on peut même référencer d'après tout ce que tu as dit. On va quand même tenter avec des personnes de pousser justement plutôt à la performance maximale en forcément en prenant des doses qui ne sont pas naturelles et en fait il y a plus de limite maintenant en fait. Ah non, mais de toute façon, t'étais un peu plus jeune que moi, Yannick, mais je peux t'expliquer rapidement le monde. Le monde est corrompu par l'argent à tel point que, en fait, celui qui a le plus d'argent, il fait la loi. Voilà, c'est Elon Musk, c'est Donald Trump, c'est là derrière les NS Games, donc les Jeux Olympiques des dopés. Bah, il y a plein de pognon aussi. Tout le monde veut voir jusqu'où ça peut aller. Le Français Mamadou Fall, qui avait été interviewé. euh, Les journalistes français lui reprochaient de participer, etc. Mais bon, le type, il a pris plus d'1 million à la signature et chaque mois, il a un salaire à 6 chiffres. Donc c'est difficile aussi de le blâmer, le gars. De lui dire, bon, bah, c'est le mec, je connais pas son parcours, qui sait exactement tout ça, mais j'imagine que c'est pas un type qui a grandi dans le confort, il a un don dans l'athlétisme, il peut possiblement gagner énormément d'argent. C'est sûr que c'est pas encouragé. Mais le monde est tellement corrompu par l'argent qu'en fait, je dis souvent, c'est jusqu'où t'es prêt à te prostituer pour gagner de l'argent. Et malheureusement, bah, chacun a son comment, à son niveau, quoi. Ouais, c'est au niveau, non, mais bien sûr, non, t'as raison. Écoute, on verra déjà comment ça va suivre et parce que là, du coup, je crois que c'est en cours, mais bon, bref. Ouais, je sais pas trop quand c'est parce que je suis pas trop non plus, je suis un peu loin de tout ça. Ouais, non. Mais Après, des fois, je vois passer des trucs. ouais, pareil, je vois passer aussi ce genre de choses et tu te dis, écoute, ouais, on verra ce que ça va donner. Mais bon, après, dans tous les cas, c'est contre-valeur. Dans tous les Exactement. cas, ça c'est clair et net, c'est largement contre-valeur et ça montre pas des valeurs. Après, c'est pour le show, forcément, c'est US, c'est comme d'habitude, c'est le côté show, dépasser les limites de je ne sais quoi, qu'est-ce, enfin bref. Je voulais revenir un peu sur le côté coaching, tu sais. Donc, tu vois un certain nombre de coachs passer, forcément, parce que tu en formes beaucoup. Est-ce que tout le monde arrive de vivre de ce métier Mais de non, coach? non, bien sûr que non. Ah non, mais Et ça c'est sûr. selon toi, pourquoi, du coup, c'est quoi la Parce que raison? en fait, le monde est régi par l'argent. On va repartir de là. Donc maintenant, on va faire des calculs. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat. Ben, j'ai toujours été entrepreneur. Mm. À 18 ans, j'ouvrais ma première société. Et en fait, il faut se rendre compte que quand tu es à ton compte, en tout cas en France, on te prend entre guillemets, je vais dire ça comme ça, à peu près 50% de ce que tu gagnes. OK? En fonction d'où tu vis, bah, il faut que tu gagnes plus ou moins d'argent pour pouvoir vivre bien, louer un appartement, pouvoir bien te nourrir, faire attention à ta santé. Ça a un coût tout ça. C'est pas gratuit. Mais bah, tes ressources d'énergie, tout ça sont quand même limitées. Tu vois, tu peux pas faire 10 séances de coaching par jour, 5 jours par semaine. Ou alors, si c'est pas du vrai coaching, c'est à la chaîne. Voilà, c'est du mauvais travail. Mm. C'est un peu ce qui se passe malheureusement avec certains cabinets de kiné qui prennent 5 6 patients à la fois, voilà, qui font du chiffre parce que
L'État a fixé un tarif pour les kinés qui est inadmissible, il faut le dire. Et donc finalement, bah, 16 € la demi-heure sans dépassement d'honoraires, les kinés, t'es dégoûté, t'es dégoûté. Donc, en tant que coach, moi, c'est un truc que je dis directement à mes élèves avant même de commencer le CQP. Je leur dis, voilà, aujourd'hui, on est à Annecy. Donc, la plupart, ils sont d'Annecy. Il y en a qui viennent d'un peu toute la France, mais les trois quarts viennent d'Annecy. Si pour être à Annecy et être bien, il faut gagner 3 000 € par mois. Si tu gagnes pas 3 000 € par mois, net, tu ne pourras pas avoir un appartement, ou alors tu seras dans un petit studio, tu pourras pas louer. Voilà, tu pourras pas louer, c'est pas possible. Et après, pour manger, bah, comme c'est cher, on est frontalier avec la Suisse, bah, ça marche pas. Donc pour gagner 3 000 € net, il faut gagner 6 000 €. Donc 6 000 €, si tu veux être coach, bah, c'est simple, à 60 € la séance, ce qui est un tarif classique pour coacher, mais ce que n'a pas comme budget la plupart des gens, hein. 60 € de l'heure, c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est pas un tarif accessible à la plupart, même si avec la frontière suisse à Annecy, c'est pas démesuré, c'est un tarif normal. Bah, il faut que tu fasses 100 séances dans le mois. Donc, il faut que tu fasses 25 séances par semaine. Bon, c'est pas inaccessible, mais ça va nécessiter pas mal de temps. Ça va nécessiter du temps, que tu construises la confiance, que tu entraînes des gens, que les gens soient contents de toi, qu'ils parlent de toi autour de chez eux, qu'ils te recommandent. C'est un travail de longue haleine, hein. C'est pas j'ai le diplôme et c'est réglé. C'est pour ça que j'ai beaucoup de gens qui coachent déjà et qui viennent juste faire le diplôme. Mm. OK? Donc, bah, à partir de là, tu comprends bien que la plupart des gens vont pas pouvoir vivre du coaching. C'est pas possible. Il y a pas, je sais pas, moi, à Annecy, je forme peut-être entre 30 et 35 personnes par an. Il y a pas, ils vont pas trouver tous 25 clients par semaine, tu vois. Et sans compter que quand tu fais du coaching, bah, je pense que la plupart le savent, souvent c'est une durée, on va dire, déterminée. Tu coaches pas quelqu'un pendant 10 ans. J'ai des élèves, moi, certains Mm. depuis 10 ans, mais c'est rare. La plupart, tu les as pendant un an, allez, un an et demi, 2 ans, tu vois, s'ils sont vraiment motivés. Et puis après, tu vois bien que tu n'arrives plus à leur apporter grand-chose, surtout moi qui suis à distance. Mais voilà, c'est des passes. Donc à chaque fois, il faut aussi bah, trouver des nouveaux élèves. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence aussi. Tu le vois sur les réseaux sociaux, c'est quand même, il y a beaucoup de gens qui font du très, très bon contenu, qui font des vidéos, qui font des belles photos, qui ont un bon physique, qui parlent bien, qui sont même meilleurs sur la forme que sur le fond. Mm. Et bon, bah, eux, ils marchent mieux que ceux qui n'ont que le fond. C'est pour ça que j'essaye de beaucoup travailler la forme de ce que je fais depuis maintenant quelques mois, que j'avais délaissé pour me concentrer vraiment sur le fond toutes ces années. Mais voilà, donc c'est sûr qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde en fait. C'est 6 000 € par mois, c'est énorme en fait. On se rend pas compte, Mm. mais c'est énorme. D'autant plus que tu as quand même des dépenses. Même si tu peux passer une partie en frais, tu as des dépenses. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas ce qui va rester quoi. Entre tes frais kilométriques, parce que tu prends ta bagnole pour aller bosser, t'arrêtes pas de bouger si tu es à domicile. Ou si tu es en salle, bah tu vas à une salle, mais si tu à la salle, bah tu as un loyer la plupart des salles te font payer un loyer entre 500 et 1 000 € par mois, tu vois. Donc ça va vite, hein. Puis après, bah forcément, tu vas acheter, je sais pas, un ordinateur pour pouvoir faire tes programmes. Tu vas avoir ton téléphone, forcément, c'est des frais parce que tu es sans arrêt sur ton WhatsApp à envoyer des messages en fonction de ce que tu vas proposer. Donc non, aujourd'hui, là, tout le monde a cru que le métier de coach était facile et parce que c'était accessible, parce que tu veux passer un diplôme, je te dis, en 6 mois, tu peux avoir ton diplôme. Mais c'est pas parce que c'est accessible que c'est facile après d'en vivre. Pas du tout. La plupart n'en vivent pas. La plupart, ils font ça un peu d'appoint à côté. Et puis, au bout de 3 ans, je crois, j'ai plus les chiffres exacts, mais au bout de 3 ans, la plupart, ils ont arrêté, tu vois. Ils se disent, voilà, c'est pas possible. En fait, c'est intenable. Parce que quand tu es à ton compte, quand tu es entrepreneur, la première des qualités, et pas forcément coach, hein, mais vraiment tout, c'est d'être un bon vendeur. C'est d'être capable bah, déjà d'avoir confiance en ce que tu fais, dans ce que tu proposes. Tu vois, bah, par exemple, le livre hybride qui est là, bah, moi, si je te vois, là, j'étais aux rencontres des entraîneurs à Paris, j'avais le bouquin sur la table. Moi, le bouquin, je peux le vendre entre guillemets presque à n'importe qui parce que je suis tellement fier de ce bouquin, j'ai tellement tout donné, j'ai tout mis dedans. Et en dehors même du contenu, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai mis les formes sur le bouquin, le truc est magnifique, j'ai mis le paquet. Mais la première des qualités d'un entrepreneur, c'est de vendre et de savoir vendre son travail. Et peu importe tes compétences derrière, enfin, peu importe, c'est mieux si tu as les compétences avec, hein, mais c'est ça. Et la plupart des gens force est de constater qu'ils n'ont pas ça. Surtout qu'en France, c'est mal vu d'être un vendeur. C'est mal vu d'être commercial, c'est mal vu de mettre, on va dire, la charrue avant les bœufs. Et donc, la plupart des gens, ils ont un mauvais rapport avec l'argent. L'argent, c'est s'acheter des possibilités. C'est j'ai de l'argent, et ben il faut faire ci. Moi, quand je gagne des sous, et ben j'investis dans la salle, j'investis dans la villa Superphysique pour racheter un nouveau rétroprojecteur, j'achète des nouvelles chaises. C'est des possibilités que tu as grâce à l'argent.
Donc, et comme en France c'est mal vu, bah en fait, ouais, tu peux avoir toutes les compétences que tu veux, si tu sais pas vendre, et bah c'est foutu, c'est foutu. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup avec mes élèves là-dessus, et je leur en parle presque tous les jours. Voilà, quand je les vois qui sont fans de quelqu'un, je leur dis faut pas être fan, faut être fan de personne. Quand je vois qu'ils ils ont peur de prendre la parole devant tout le monde, je leur dis faut prendre la parole devant tout le monde, faut y aller, faut pas hésiter, parce que si tu hésites, bah les autres vont hésiter encore plus, hein. C'est pas compliqué. Et selon toi, est-ce que justement le prix des coachings serait pas trop bas aussi, tu vois? Parce que je vais m'expliquer ce pourquoi je te demande ça. J'ai déjà vu par exemple des coachings, là je te parle de coach par exemple dans le triathlon français qui proposent des prix qui sont tels qu'ils sont, c'est-à-dire ça va aller de 50 € si c'est juste sur internet et t'as un plan tout fait et tu peux rien dire, il n'y a pas trop de personnalisation, à 100 150 € à peu près, on va dire. Et par exemple aux États-Unis ou ailleurs, qui je sais pas s'ils ont un bien meilleur mode de vie ou quoi, mais parfois c'est 500 $ minimum, hein, voire parfois 1000 $, hein, Ouais, après pour la même chose quasi, hein, ouais, ouais, non parfois. Hein. mais après c'est une philosophie différente aussi. Tu vois, bon, proposer un programme à 50 euros, si tu débutes et que t'as pas d'expertise, t'as pas d'expérience, comme on disait, bah, tu vas pas proposer un programme à 100 balles si tu débutes. Tu vois, tu vas dire, attends, je débute, quelle est mon expertise, tu vois? Après, si t'es bon, bah, moi, ça m'étonne pas que quelqu'un fasse payer 500 balles parce qu'en fait, tu n'achètes pas le programme, tu achètes l'expertise de la personne. Moi, c'est quelque chose, je me suis toujours refusé jusqu'à présent de faire ce qu'on appelle du high ticket, de vendre vraiment cher, parce que j'ai toujours été pour l'accessibilité. Donc, moi, je suis autour de Hmm. 100 balles au mois, avec des engagements sur la durée quand même. Mais, après, pareil, nous en France, tu vois, aux US, il y a un gros retour sur le sport. Si tu performes, tu vois, avec tous les sports universitaires, bah, t'as vite de l'argent. Tu vois, il y a des gens, ils deviennent riches avec le sport universitaire, ils sont sportifs de haut niveau universitaire. Nous, en France, bah, il y a rien. Quand tu vois que les sportifs de haut niveau, la plupart, ils galèrent, ils ont pas d'argent, tout ça. Hmm. Mais en fait, ils peuvent pas après payer tu vois bien que je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent depuis tout ce temps, depuis presque 1 heure et demie, doivent s'en rendre compte. La France, c'est associatif le sport. Voilà. Hmm. Aux États-Unis, c'est professionnel. En fait, tu mets le paquet. Moi, j'ai des copains qui sont au Canada. Leurs enfants, ils font de la gym depuis qu'ils sont tout petits. Et ben, chaque année, il y a des heures en plus de gym. Je vais dire des conneries pour caricaturer, mais genre à 10 ans, ben, il y avait 15 heures de gym par semaine. Voilà, c'était 3 heures tous les jours. Elle avait commencé, c'était 4 heures. L'année d'après, c'était 6 heures. Après 8 heures. Après 10 heures. Après 15 heures. Et ça monte comme ça. Donc forcément, là, tu mises et il y a de l'argent. Parce que là, tu dis, bon, bah ouais, ma fille fait des compètes, elle ramène des médailles, ça fait une petite dotation, etc. Nous, en France, il n'y a pas ça. C'est un sport associatif. Donc, c'est sûr que derrière, bah, comme il n'y a rien à gagner, ça, c'est comme quand, je prends l'exemple, je sais pas si tu regardes beaucoup tout ça, mais si tu vois des formations marketing en ligne, où on te dit, ouais, vous allez gagner tant, tout ça, on te promet de gagner de l'argent, ça se vend des milliers d'euros, ces formations-là. Par Hmm. contre, parce que derrière, tu as le potentiel de gagner beaucoup d'argent. Maintenant, là, si on parle de muscle, moi, pour la muscu classique, bah, en fait, je te vends quelque chose qui n'est pas chiffrable. Je te vends une meilleure confiance en toi, un meilleur physique, une meilleure santé, en tout cas j'espère. Mais ça se chiffre pas. Et surtout que nous, on est dans un pays où tout est dû. La santé, on pense que c'est dû, jusqu'à temps qu'on s'y confronte et qu'on se rende compte que le système médical français est une grosse calamité quand t'as pas un gros problème. Quand t'as un problème moyen ou un petit problème, t'es dans la merde. On voit que tout est compliqué. Et donc nous, on pense que c'est dû. Donc c'est pareil, aux États-Unis, il n'y a pas ce truc de dû. Aux États-Unis, t'es dans la merde, t'es dans la merde. Alors pareil, là, on idéalise un peu les États-Unis, mais t'as plein de gens qui sont pauvres, en plus c'est la galère, c'est la merde totale. Donc notre système français a aussi des avantages là-dessus. Donc je sais pas quel est le juste prix. Moi, j'ai tendance à penser aujourd'hui, il faut faire payer son expertise. Quelle est ton expertise? Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Qui t'a entraîné, tout ça? Et progressivement, bah, tu vois le temps que ça te prend. Je disais tout à l'heure, pour moi, le bon taux horaire, c'est à peu près 1 € la minute. Voilà. Quand tu débutes, c'est 1 € la minute brut. Donc ça fait 30 € de l'heure. 30 € de l'heure, quand tu es à ton compte, avec tout le travail administratif que tu as, tout ce que tu dois faire à côté, etc., c'est un juste prix. Si tu mets 30 € de l'heure, brut, ça fait 15 euros, bah là, tu peux pas travailler. Là, autant aller faire un autre travail, puisque ça doit pas être loin du SMIC. Donc voilà, autant aller par là. Et après, bah, si tu es très très bon, bah, c'est plus cher parce que tu vends tes années d'entraînement, des années d'expertise. Tu fais gagner un temps considérable parce que tu as été exposé à plein de problèmes que la personne va sans doute rencontrer à un moment et sur lequel tu seras compétent. Non, mais voilà, c'est hyper intéressant ce retour que t'as.
Du coup, je voulais aussi qu'on parle de ton livre. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Hybride, c'est hybride. Comment tu l'as C'est appelé hybride déjà? tout court, regardez, je le montre. Hybride to go. Ouais, voilà, très bien. Je le montre à l'écran. Très, Donc, Parce que du coup que t'as fait, moi d'ailleurs je te l'achèterai d'ailleurs carrément parce que ça m'intéresse. Moi pareil quand j'ai fait mon premier Aerox que j'ai fait sans entraînement, la seule chose que j'ai fait c'est regarder des vidéos pour certaines techniques tu vois. Et je trouve ça super cool du coup que toi donc j'ai écouté les podcasts où t'en parlais, c'est justement pour chaque station euh, tu dis justement quelle est la meilleure posture à avoir, comment il faut le faire de telle ou telle manière parce que c'est plus optimisé comme ça, comment on peut gagner tel temps. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Bah, même je te laisse plus en parler pour ceux qui veulent faire Aerox que ce que tu as mis dedans, toi qui as mis d'ailleurs tout ton cœur et bravo pour ça. ouais, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai le podcast Hybride Podcast. Et donc, justement, je me suis beaucoup intéressé, et je m'intéresse toujours beaucoup, à comment concilier le développement des différentes qualités physiques. Et dans cet univers-là est apparu l'Irox. Et comme ça fait longtemps que je suis dans le milieu de la musculation, j'ai vu des gars que je connaissais qui étaient dans la musculation et qui se sont mis à l'Irox. Et donc, bah, tout naturellement, je me suis un peu rapproché d'eux, donc comme Alan Kao, et que je connaissais un petit peu de loin, et je dis, bah tiens, est-ce qu'on ne ferait pas un podcast? Et donc, de fil en aiguille, bah, j'ai interviewé les meilleurs Français, les meilleures Françaises, qui ont à peu près mon âge, qui ont à peu près mon âge, même s'il y a toute une nouvelle génération en Aerox qui arrive, qui me connaissait pas. Mais tous les premiers que j'ai interviewés, bah, me connaissaient, et donc c'était facile de connecter avec eux, et puis de leur poser des questions. Alors, comment tu t'entraînes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as changé? Comment tu vois les choses? Et donc, ça m'a permis bah, de les rencontrer aussi pas mal en vrai, de faire un Aerox, donc à Grand Palais en 2024, euh, et donc de vraiment m'intéresser à la discipline et donc de l'analyser. Comme je te disais en introduction, bah, l'activité c'est ça, quelles sont les contraintes qui sont mises, de quoi j'ai besoin. Et au fur et à mesure, bah, j'avais commencé par écrire le guide ultime de l'Aerox, donc qui est disponible sur mon site rudicoya.com, qui est un très très gros article hein, que je complète toujours pour ceux que ça intéresse, avec des podcasts, du contenu, etc. Et en fait, j'ai accumulé tellement d'informations qu'à la fin, bah, mon article, il faisait déjà 60 pages. Je me suis dit, bon, je vais pas continuer à compléter parce que personne ne le lit. 60 pages, c'est plus pour moi. Et donc, je suis arrivé à un moment à écrire 300 pages, tu vois. J'avais 300 pages. Et je dis, bon, bah voilà, je vais faire un bouquin. Et ce bouquin, bah, il y a vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur l'Irox. Moi, j'aurais souhaité l'appeler la Bible de l'Irox, mais ça n'a pas été possible parce que l'Irox, c'est une marque. Donc, en fait, elle n'a pas voulu me vendre le nom ou me le louer. Ou, voilà, ça s'est pas fait, mais j'ai toujours Comment ça se fait ça d'ailleurs? Ils t'ont répondu quoi sur ça? bah, Pourquoi? c'est pas moi qui ai géré, mais j'ai toujours de l'espoir. En fait, moi, j'étais plus en contact avec les responsables français, et en fait, les responsables monde a dit non, nous, on n'est pas intéressés par un livre, on veut pas qu'il y ait de livre qui sorte qui s'appelle Aerox. Voilà, ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu de discussion Ok. particulière. Alors que de mes discussions avec les responsables français, bah, c'était plutôt pour que je sorte un livre, étant donné qu'ils me connaissaient. Tu vois, ils savaient que j'allais Hmm. faire un super truc, que j'étais dedans, Hmm. voilà. Bref, donc est venue l'idée bah, du livre et donc dedans bah, j'ai vraiment tout mis. Comme tu dis, la partie technique, bah, quand j'ai fait les photos avec donc Thomas Fry qui est un super athlète, Hmm. bah, il m'a aidé à compléter cette partie-là, à donner des astuces sur la technique d'exécution des différentes stations. J'avais interviewé beaucoup de personnes qui faisaient des duos, donc il y a toute une grosse partie sur les stratégies. Il y a tous les calculs aussi des niveaux de force qu'il faut avoir pour faire de l'open, pour faire du pro. Je veux dire, quel niveau de force maximal il faut aller. Euh, Comment calculer d'ailleurs ces niveaux de force? C'est simplement tu vas faire par exemple un squat bar et tu dois faire Ouais, bah, au moins minimum de temps par exemple? j'ai mis toute une liste d'exos. Alors, je sais plus à quelle page c'est, donc je peux pas tout voir exactement. Mais j'ai calculé sur une multitude d'exercices par rapport aux données Ok. qu'on avait sur les élites 15, donc les 15 meilleurs mondiaux, au moment où j'ai écrit le livre. Et on avait leur performance moyenne sur plein d'exercices. Et donc ensuite, bah, j'avais leur poids de corps, j'avais tout. Et j'ai pu calculer, faire des ratios, justement pour dire, bah voilà, je dis une connerie, de souvenir, bah, les élites 15, ils font 3 reps à 170 au soulevé de terre. euh, Ils font 3 reps à 70 kilos développé militaire, quelque chose comme ça, donc développé au-dessus de la tête. Et ils font 3 reps à Hmm. 130 au squat. Ça, c'était les moyennes. Et bref, pour plein d'autres exercices, même sur la course à pied, il y a des données. Sur les ergomètres, il y a des données, il y a tout. Et donc, bah, j'ai pu faire des calculs parce que avec Superphysique, on avait fait beaucoup d'articles en ce sens sur quel est votre niveau. Et donc, j'ai pu mettre des indicateurs en fonction de ton poids de corps, quel niveau fallait avoir. Ensuite, bah, il y a une grosse partie, évidemment, sur la théorie de l'entraînement, l'endurance que tu connais bien. C'est la plus grosse partie du livre parce que l'Aerox, c'est un sport d'endurance. C'est un sport d'endurance de force, notamment du bas du corps. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut développer en priorité. C'est pour ça qu'on voit des athlètes en Aerox de plus en plus affûtés, de plus en plus fins. On voit des triathlètes, celui qui vient de battre le record du monde, et je vais pas écorcher son nom, c'est un Hollandais
Et ben le gars, Ouais, quand j'ai vu. Ouais. tu vois que bon bah voilà, c'est pas un type qui fait vraiment de la muscu. Pour moi, il a les bras Mm. tout fins, tout ça, mais voilà, le type il a la caisse, un truc de fou. Il y a une grosse partie aussi bah, sur le développement de la force et notamment de l'endurance de force, le renforcement musculaire, la mobilité dont on a parlé. Une grosse partie bah, sur l'alimentation, parce que voilà, quand on veut performer, c'est hyper important. Donc bah, en bonne partie ce qu'on a évoqué, mais de manière plus détaillée, parce qu'il y a plus de 100 pages sur l'alimentation et les compléments alimentaires. Et puis bah, il y a une bonne partie aussi sur le matériel, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le matériel. Une paire de chaussures, c'est pas une paire de chaussures. Mm. Il y a plein de choses à regarder. Pareil sur le matériel, si on veut s'équiper, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on achète, où on achète. Sur ça, tu vois, petit aparté, la paire de chaussures, mon premier Aerox que j'ai fait, j'ai pris une paire de running basique, je me pétais la gueule au wall ball. Ah bah oui, Tu sais, dès oui, que je réceptionnais, je tombais en arrière et tout. Je l'ai mis sur ma chaîne YouTube, ça c'est un peu vu. C'était un bien sûr, bien massacre. sûr. Franchement, c'était l'horreur. Aujourd'hui, de plus en plus de marques sortent des chaussures vraiment faites pour l'Aerox. Donc tu as forcément Puma avec leur Deviate Nitro, il y a les Elite et les classiques. Donc où ils ont vraiment mis un grip en dessous de la chaussure là où tu peux pas glisser avec une belle stabilité latérale et tout. Bah, de toute façon, eux ils sont à fond Aerox donc ils mettent le paquet. T'as Adidas qui Mhm. vient de sortir aussi une paire exprès mais ils ont mis un drop de 12, donc un écart de 1,2 cm entre l'avant et l'arrière du pied. Je trouve ça énorme. Et bon, moi c'est vraiment pas un truc que j'invite. Mhm. Mais il y a de plus en plus de marques qui se mettent justement sur le créneau de l'Aerox et qui vont essayer de développer des chaussures qui agrippent, qui rebondissent Mhm. avec du carbone et qui sont stables latéralement pour éviter de te casser la gueule. Donc c'est sûr. Et puis il y a plein de trucs à regarder sur les chaussures pareil. Quelle hauteur de stack tu mets pour l'amorti, la toolbox comment elle est au niveau de tes pieds. Euh, donc Mhm. ouais, la durabilité de la chaussure parce que pareil, ça c'est une vraie question aujourd'hui. Mhm. Donc il y a pas mal de choses à regarder. Et bref, tout ça, bah, je l'aborde dans Hybride, donc qui est consacré à l'Aerox, qui est un bouquin de plus de 300 pages que j'envoie personnellement par la poste. Donc ceux qui veulent, ont juste à préciser qu'ils veulent une dédicace et je leur ferai avec plaisir. Ah, moi, je Euh, veux la dédicace, bah hein. voilà, bah faudra que tu le dises quand tu commandes sur le site, tu mets oublie pas la dédicace. Et comme ça, comme c'est moi qui fais, de toute façon, je te fais. Et voilà, et j'en suis très content. Il a Là, quel prix pour les auditeurs, s'il te plaît? alors là, il est à 49,90. Donc sachant que Mhm. c'est une auto-édition. Alors c'est ça aussi qui justifie un peu le prix. Et donc forcément, bah, je pense pas qu'on verra à l'écran, mais le bouquin est énorme. Voilà, c'est vraiment. Ouais, ouais, Et donc c'est papier on voit. glacé. J'ai vraiment mis le paquet sur tout. Et donc, comme c'est une auto-édition, c'est moi qui imprime tout. C'est moi qui envoie tout. Et en fait, en auto-édition, bah forcément, j'en ai pas imprimé 10 000. Et même l'éditeur avec qui je devais faire à la base voulait pas en imprimer 10 000. Donc en fait, je fais que des petits drops de 500 exemplaires à chaque fois. Donc là, je suis sur le deuxième drop. Et en fait, bah forcément, à l'achat, quand tu prends que 500 bouquins, écoute, j'ai un saladier, il y a 9 euros de frais de port que je ne fais pas Oh, payer aussi. C'est la France, hein, c'est de plus en plus cher d'envoyer des bouquins. Bah, le bouquin fait 1,4 kg aussi, hein, donc c'est un gros livre. Hein. ah ouais. Il y Donc a combien? 500 pages? il y a 300 et quelques, je sais plus combien. Ah ouais. 300 gueules, ouais, c'est gigantesque. Ouais, C'est bah génial. tu Ah, mais, verras, le bouquin est énorme et je voulais vraiment faire un bouquin qui soit aussi beau que sur les apparences que dans le hmm. fond. Et donc j'ai vraiment mis le paquet et donc rien que le bouquin à l'achat est hors de prix. Et pas par 500 parce que je vais pas, si j'en imprime 1000, faut que je fasse un tirelire. Hmm. Là, faut limite faire un crédit. Mais donc tout ça pour dire que voilà, il y a 49,90 sur le site. Et je pense pas qu'on puisse être déçu. Si vraiment intéressé par l'Aerox. Et je crois pas trop qu'il soit concurrencé non plus parce que le bouquin est vraiment super super. Il y a quelques petits trucs que je rajouterais peut-être, mais c'est des petits détails. C'est une ligne par-ci, une ligne par-là, notamment Hmm. sur le stride que tu dois connaître, c'est le capteur de puissance pour la course à pied. Parce que Ouais, je l'utilise, ouais. comme les montres ne fonctionnent pas en intérieur à l'Aerox, et ben, si tu mets un stride, quand tu t'entraînes et qu'après tu le mets durant l'Aerox, tu sais exactement à quelle vitesse tu cours. Ouais, tout à fait. Bah, moi, sincèrement, je l'utilise pour petit aparté sur ça. Même en courant en extérieur et qu'il n'y a pas ce souci d'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ne serait-ce que le vent, moi, je suis dans un endroit où c'est très venteux. Par exemple, demain, je vais te dire, cours 10 km, j'ai n'importe quoi, en 4,0 au kilo. Si tu as vent de face à 30 km heure, t'es 4,0 au kilo, tu vas peut-être être en zone 5 plutôt que la zone 4 ou zone 3 que tu t'avais prévu. Et l'avantage du stride, c'est que ils calculent grâce justement à ce vent. Je sais pas du tout quel calcul ils utilisent, mais en fait, ça te permet de te caler au watt. Donc moi maintenant mes séances sont tout calées au watt. Ouais, parce qu'en fait, comme ça mesure la puissance que tu développes à chaque pas, de ce que je comprends. Alors, ils ont été malins, Stride, C'est hein, quand même, ça. parce que avant, je sais pas si tu te souviens, tu l'achetais une fois et il n'y avait pas d'abonnement. Ouais. Et en fait, ils ont vu le truc, ils sont passés en abonnement et tout, et ils ont été très très malins marketingement, parce que moi je me dis bah tiens, je vais tester tout ça, et puis après j'ai vu l'abonnement, je dis merde,
Bon, je testerai quand même, mais ça, tu vois, c'est un truc que j'aimerais rajouter dans le bouquin à l'avenir, parce que c'est un petit truc qui peut intéresser pas mal de Ouais, c'est pratiquants. un petit tip, c'est un petit tips. Alors c'est vrai que c'est pas donné, on va pas se mentir, mais en vrai, à la fin, je pense que sur, comme tu dis, ce cas en intérieur, moi je trouve l'extérieur, le vent ou même la pente, ça prend relativement tout bien en compte, même si je connais pas du tout les biais de calcul, mais dans tous les cas, moi je trouve avec l'expérience maintenant que je m'y retrouve pas mal, tu vois. Maintenant, je regarde même plus l'allure de manière générale. Les watts sont relativement corrélés à mon ressenti si par exemple j'ai du vent de face ou je suis en montée ou ce genre de choses, tu vois. Donc Prochain on achat. verra. Ouais, voilà. Non, mais franchement c'est pas mal. Après, tu peux même aller plus loin, t'en prendre deux. Et le fait que t'en aies deux, c'est connecté ensemble. T'as cette position de foulée. Tu peux même du coup avoir l'étude de la foulée si t'en prends pas, t'en prends deux. Ils ont sorti le Stride 2. Alors après, j'ai pas plus regardé. Mais par exemple, tu vois, moi j'avais le 1, je leur ai demandé est-ce que si je prends le 2, les deux peuvent se connecter? Et évidemment, ils ont répondu que non. Ah oui, Donc jamais. t'es obligé de t'acheter les deux fois les deux si t'as envie d'être voilà bon un me suffit voilà ça me suffit amplement comme tu disais comme je disais par exemple si tu veux faire une étude de foulée t'es pas forcément obligé d'avoir tes deux strides. Je pense que tu vas avoir un bon spécialiste et il saura largement te dire ce qu'il y a à s'améliorer à ce niveau-là, tu vois. Mais bon, voilà. En tout cas, je commanderai ton livre avec grand plaisir. Je voulais attendre de te recevoir pour le faire, tu vois. Et c'est avec grand plaisir. Je suis sûr que ça va être cool. Ouais, franchement, Et je tu vas pense voir, que moi bah, je pour toi, en vais. plus, sur toute la partie muscu, tu verras, c'est hyper intéressant vu que t'es pas trop dedans. Sur l'endurance, tu vas rien apprendre vu ton niveau et ton expérience. Mais sur tout le reste, t'as pas mal de trucs qui changent en fait de tout ce qui peut exister. Et pareil, toute la partie sur, on va dire, la préparation physique, comment j'organise une saison, tout ça, bah, ça rejoint pas mal de ce qu'on a dit, tu vois, vraiment penser à l'envers, comment les contraintes s'appliquent, quelles sont la spécificité de la discipline, pour vraiment organiser ton entraînement et le planifier, pour pas faire comme beaucoup font malheureusement des simili Hyrox à chaque séance. Et puis tu te dis merde, c'est bizarre, j'ai mal partout, je progresse pas. Ah bah ouais mec, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'entraîner. Ça, c'est des simulations. L'entraînement n'est pas la compétition. Et ça, c'est aussi important de Mm. l'avoir en tête. Non, clairement, je pense que tu vois, tu me diras toi ce que t'en penses, mais si moi demain je devais le préparer correctement, je ferais soit vraiment que de l'ergo et là du coup ce serait vraiment calé sur le cardio et les différents ergos à la limite peut-être avec un exo typique, sinon plus axé sur les différents sleds aussi. Voilà, je différencierais vraiment chaque chose. Si à un moment ça doit être cap et puis de temps en temps peut-être faire un hybride. Mais vraiment, comme tu dis, pas faire un simili Aerox tous les jours, c'est totalement entre guillemets bête parce que après tu progresses pas et tu récupères pas assez Ouais, quoi. ouais, parce qu'il y a une différence entre développer et exploiter. En fait, la plupart du temps, faut développer, pardon, et ensuite, il faut exploiter à mesure que tu te rapproches de la compétition, et notamment bah, après le jour J. Mais développer, bah, ça nécessite effectivement de scinder, en tout cas la majeure partie de sa saison, sur les objectifs compétitifs, son entraînement, pour justement laisser le temps de développer et pas avoir des interférences, comme on parlait tout à l'heure. Ouais ouais, nickel. Bon en tout cas, merci beaucoup Rudy pour ce partage et cette belle discussion de d'une heure 40. Je mettrai du coup tous tes réseaux, tu me les donneras que je pourrais mettre dans la description. Est-ce que tu veux clôturer par quelque chose sur la longévité, la musculation ou autre? Est-ce que tu aurais un petit mot à dire? Non, bah déjà, bah, merci de ton temps. Il commence à se faire tard, c'est vrai que je commence à avoir faim aussi. Mais, euh, mais merci pour ton temps et pour tes questions. On voyait que c'était des questions qui t'intéressaient aussi personnellement, donc c'est toujours plus agréable quand c'est des questions qui sont intéressées. Donc ça, c'était cool. Et puis, bah, comme je dis souvent, mieux vaut en faire moins que trop. Et c'est vraiment de retenir ce conseil. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Mais je sais qu'il aura du mal à être appliqué. Mais vraiment, faites-en moins que trop. Et vraiment, sur le long terme, vous serez récompensé en termes de longévité, mais aussi de performance. Hmm. Bon, en tout cas, merci beaucoup Rudy et je te dis à très vite. Je vais continuer à te suivre de manière très sérieuse. Salut à tous. Salut, ciao.